Moi, j'ai déjà fait du coup des séances de micro-kiné et ça m'avait bluffé parce que à l'époque, justement, j'avais encore mes troubles du comportement alimentaire. Après la séance, je n'avais pas fait de crise pendant 1 mois. Et pour moi, à l'époque, c'était énorme, tu vois. On va aller chercher en quoi la demande du patient, donc il peut être une pathologie, un comportement, n'importe quel problème, est en fait la meilleure solution que son organisme a trouvée par rapport à un conflit, par rapport à un problème. Imagine que c'est ton arrière-grand-mère qui a eu ce problème et qui a inventé cette solution, d'accord? Mhm. Et elle l'a transmis du coup à ta grand-mère, puis à ta maman, et puis à toi. Il est là avec ses doigts, il fait comme ça, comme ça. Comment ça se fait que juste le fait de faire ça, tu vois, il sait ce qui se passe dans mon corps et il arrive à le réinformer, il arrive à l'aider à se rééquilibrer. Comment, enfin, tu vois, qu'est-ce que tu fais avec tes mains en fait? Bienvenue sur Les Voix de la Santé, le podcast dédié à une approche plus globale, plus humaine et plus consciente de la santé et du bien-être. Je suis Mélanie Fray et ici on parle de santé holistique à travers des conseils concrets, des témoignages inspirants et des échanges avec des professionnels passionnés. Aujourd'hui, je reçois Gaël Anger. Gaël est kinésithérapeute depuis 2007. Il a d'abord eu un parcours très orienté autour du sport, ce qui fait écho à son propre mode de vie puisqu'il est sportif depuis toujours, notamment à travers du cyclisme et du trail. Au fil des années, son chemin professionnel a évolué. Ayant dans son entourage un microkiné depuis longtemps, il a choisi de se former à la microkinésie-thérapie, une pratique développée dans les années 80. Il s'est ensuite intéressé à la lecture biologique, puis au transgénérationnel. Aujourd'hui, il exerce en libéral avec une activité presque exclusivement tournée vers ses thérapies complémentaires. Une phrase qui résume assez bien sa manière de voir son travail, c'est qu'il aide les personnes à comprendre en quoi leurs problèmes peuvent être une forme de solution mise en place par leur organisme. Et justement, c'est ce que j'avais envie d'explorer avec lui aujourd'hui, non pas dans une logique de promotion ou d'adhésion aveugle, mais avec un regard plutôt curieux, neutre et interrogateur. Qu'est-ce que la microkiné? Comment se déroule une séance? Qu'est-ce qu'on peut en apprendre, en tirer? Quelles sont les limites aussi? Et comment un kiné, formé initialement au corps, au mouvement et au sport, avec une démarche plutôt scientifique à la base, en vient à travailler sur des notions comme les mémoires corporelles, biologiques ou transgénérationnelles. Donc bonjour Gaël, bienvenue. Bonjour Mélanie, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement et nous raconter ton parcours de la kiné classique, plutôt orientée donc vers le sport, jusqu'à la micro-kiné, la lecture bio et le transgénérationnel? Oui, bien sûr, du coup, je suis Gaël. J'ai eu la chance de vivre dans un cadre, incroyable dans les Vosges, dans un cadre, vert et orienté, toujours autour du sport. J'ai pratiqué, comme tu l'as dit, longtemps le cyclisme, aujourd'hui, pas mal la course à pied, mais j'ai touché, pas mal à d'autres sports et en fait, c'est vraiment un axe prioritaire dans ma vie, qui, me cadre et qui m'aide à être bien au quotidien et au moment de l'orientation, en fait, quand tu arrives, vers la première ou la terminale, c'est tout naturellement que, mes résultats sportifs étaient pas extraordinaires. Donc du coup, pour rester, dans ce milieu, j'ai choisi la kinésithérapie qui me permettait, de rester, au travers du sport et de rester au contact des sportifs que j'avais toujours côtoyés, depuis petit. Mhm. Et puis, à travers mes expériences dans le sport, j'ai tout de suite vu que j'avais beaucoup remarqué que dès que mes performances augmentaient, dès que j'étais meilleur, c'est que tout allait bien dans ma vie, généralement. Et quand, à l'inverse, ça allait pas trop bien dans ma vie, les performances étaient vraiment à la baisse. Et ça, c'était vraiment important de le prendre en compte. Quand j'ai fait mes études de kiné, malheureusement, on avait très peu de questions là-dessus. Mhm. On avait, vite fait dans l'anamnèse, en haut, à droite de la page, la situation familiale ou, quel était le travail du patient, tout juste pour savoir s'il y avait des escaliers, dans sa maison parce que sinon il Mhm. pourrait pas les monter et puis c'était à peu près tout, on savait pas trop quoi faire de ces informations. Mais moi, j'avais bien vu dans ma pratique au quotidien que, on pouvait pas prendre un patient pour un genou ou pour une cheville. Il venait dans son intégralité et je trouvais pas, dans ma formation quelque chose de cohérent par rapport à ça. J'étais un petit peu frustré d'avoir un aspect très mécanique et quand tu rentres, en kiné, en fait, avant de rentrer, en tout cas, je sais pas si c'est toujours comme ça maintenant, c'était il y a Mhm. quelques années quand même. Avant de rentrer, tu fais un stage, à la fois en libéral,
Mmh. en hôpital et il me semble en centre, également de rééducation et là, j'ai eu la chance de faire mon stage, libéral chez, Emmanuel Corbel qui Mmh. était, uniquement micro-kiné à l'époque et chez sa femme qui faisait de la kiné et du coup, j'ai eu la chance d'aller voir, des séances et tout ça et ça m'a tout de suite passionné. Je me suis dit: «C'est ça que je veux faire» et en fait, dès la première année de kiné, je savais que j'allais faire cette formation plus tard. Ah ouais. Mais Et voilà. donc tu l'as commencé dès que tu as eu ton diplôme ou parce que je crois que tu as fait aussi kiné du sport, tout ça, donc tu as quand même fait ça avant de faire Ouais, micro-kiné? en fait, je voulais terminer quand même mon parcours de pourquoi j'étais entré en kiné au départ. Mmh. Du coup, j'ai fait kiné du sport. Mmh. Ça m'a permis d'avoir des billets d'entrée, avec des équipes de sport, notamment dans le vélo, le hockey, Mmh. je fais aussi du basket, et cetera. C'était des belles expériences, mais j'avais toujours cette approche où j'essayais de parler et c'était quand même un moment privilégié. Quand on a un patient, on peut parler de plein de choses et puis on les voit plusieurs fois, alors ils commencent à parler aussi de ce qui se passe dans leur vie et cetera. C'est pas un one shot comme avec le médecin, donc on a quand même, une approche qui peut être, Mmh. vraiment privilégiée par rapport à ça Mmh. et j'avais toujours en tête de faire la micro-kiné, mais ben, tu sais qu'au début, tu es assistant, il faut trouver le temps, il faut Ouais. trouver les moyens de le faire, donc du coup, c'était mon Mmh. projet et au bout de, je pense, 3 ou 4 ans d'exercice, Mmh. après avoir fait du coup kiné du sport, j'ai fait des trucs très mécaniques, de la thérapie manuelle et cetera. J'ai commencé mon cursus de micro-kiné qui dure, 3 ans. J'ai eu la chance d'avoir, les deux personnes qui ont créé la micro-kiné en prof, donc ça, c'était une expérience incroyable et par la suite, ben, j'ai enchaîné assez rapidement avec la lecture biologique parce que c'est 2 techniques qui se combinent parfaitement et les 2 ont une petite approche transgénérationnelle très courte et je suis un peu monomaniaque quand il y a un sujet qui m'intéresse, je vais vite le creuser, j'ai poncé Mmh. et trouvé des livres et cetera et voilà Mmh. comment je me suis formé petit à petit de façon assez naturelle au final. Mais sans oublier le côté mécanique parce que les 2 ne sont pas c'est pas quelque chose de blanc ou noir en fait, les 2 Ouais. se réunissent vraiment bien en fait. C'est ça Mmh. le problème, c'est que souvent on va avoir, soit le côté hyper mécanique, soit le côté hyper psychologique alors que, bah, ça se Ah passe pas oui. comme ça du tout, quoi. Bien sûr, ouais, bien sûr. Donc ce moment de bascule dans ta pratique, il s'est fait finalement progressivement, mais tu as toujours su que tu voulais faire ça dès que tu as commencé tes études de kiné, quoi? Oui, c'est ça, il y a pas eu de vraie bascule en fait. Ouais, Ça ouais, s'est fait, de façon insidieux ouais. comme ça. Comme moi finalement avec la naturopathie, la médecine chinoise, tout, Ouais, en fait, mmh. je pense que j'avais une façon de voir le truc. Quand j'ai fait mes études, ça correspondait pas exactement à ce que j'attendais. Mmh. C'était super, hein, c'était très bien, mais il me Mmh. manquait le petit truc et du coup, ben, j'ai essayé de picorer à droite à gauche. À l'époque, l'aspect biopsychosocial donc on peut avoir aujourd'hui, notamment pour le traitement des douleurs ou des Mmh. lombalgies chroniques, quelque chose comme ça, qui devient quelque chose de normal en fait, Mmh. bah, ça n'existait pas. Quand on Ouais. commençait à en parler, on nous disait: «Oui, va voir plus loin, ça sert à rien, c'est pas ça, c'est purement mécanique» et du coup, bah, on était un petit peu, on n'avait pas trop de solutions. Mmh. Donc c'est un peu comme ça que je pense que je me suis orienté. OK. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux du coup nous expliquer simplement c'est quoi la microkinésithérapie? On va essayer. Et la microkiné, c'est déjà une technique complémentaire et ça, c'est important de le préciser. C'est pas du tout, quelque chose qui va se substituer à la médecine, normale, Ouais. d'accord? C'est vraiment une approche qui est complémentaire. On va essayer de donner un coup de main au patient Mmh. dans son projet de soins et du coup, c'est une technique qui a été inventée dans les années 80, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mmh. par, Patrice Benigni et Daniel Grosjean, qui sont 2 kinés, de la région. Ils sont médecins Mmh. et en fait, ils se sont basés sur, l'embryologie principalement, mais aussi sur la physiologie, l'anatomie, pour créer des sortes de cartes au trésor. En Mmh. fait, la carte au trésor va nous aider à aller trouver l'étiologie. C'est-à-dire que tu peux considérer, ton patient comme un individu qui a une limite, qui Mmh. limite l'individu de l'extérieur. Donc tu as une limite entre lui et l'extérieur et en fait, l'environnement extérieur va faire subir à cet individu des pressions Mmh. permanentes. Des pressions qui sont de tout ordre. Ça peut être des pressions mécaniques, bien sûr, mais ça peut être des pressions émotionnelles, ça peut être des pressions, radio, ça peut être des pressions, je sais pas, bah, la climatique en ce moment, par exemple, avec les Mmh. grosses chaleurs et donc le corps, le but du jeu, ça va être qu'il essaye de maintenir une homéostasie, Mmh. répondre à cette pression en permanence, Mmh. d'accord? En ce moment, il fait très chaud, bah, on va transpirer plus, on va augmenter notre volume sanguin. En fait, en fonction des capacités d'adaptation qu'on a à disposition, en Mmh. fonction des armes qu'on a, on va répondre à cette pression et on va permettre de maintenir l'équilibre en permanence. Mmh. Ça, c'est le but du jeu. Parfois, la pression, elle est trop importante et elle dépasse nos capacités d'adaptation. Ce qui fait que cette bascule, bah, elle bascule. Mmh. D'accord. Ouais, ouais. Et en fait, L'équilibre est rompu. l'équilibre est rompu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va y avoir comme une sorte de trace sur cette limite entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est
En fait, c'est le point d'entrée de la pathologie et le patient, lui, il vient avec sa demande qui est en fait le point de sortie, qui est la manifestation de ce problème, d'accord? Mmh. La microkiné, ben, c'est quoi? C'est on va suivre des cartes que, Daniel et Patrice ont créées. Il y en a plus d'une centaine, donc il y a quand même, tout un Mmh. bazar. On va suivre ces cartes au trésor qui vont nous mener au trésor qui est le point d'entrée, l'étiologie et le but du jeu, c'est d'aller mettre en relation l'étiologie et la demande du patient pour réinformer le corps et essayer de stimuler les capacités de réparation naturelle du corps. En fait, Et nous, on fait rien. d'adaptation. Exactement. Mmh. Nous, on fait rien, c'est on lui dit: «OK, maintenant c'est safe, tu es dans un environnement qui est safe, tu es Mmh. plus dans le même environnement, maintenant tu peux réparer et tout va Mmh. bien». OK. Et alors du coup, justement, concrètement, avec tes mains, comment tu fais pour, réinformer? Comment ça se passe? Parce que moi, j'ai déjà fait du coup, des séances Ouais, de microkiné. Ma première séance de microkiné, c'était justement avec Emmanuel Corbel ouais, et ça m'avait bluffée parce que à l'époque, bah, justement, j'avais encore mes troubles du comportement alimentaire et je me souviens, ça m'avait bluffée parce que après la séance, je n'avais pas fait de crise pendant 1 mois ouais. et pour moi, à l'époque, c'était mais énorme, tu vois? Et ma cousine, qui avait eu aussi des troubles du comportement alimentaire, était aussi allée le voir et quand on en avait discuté toutes les 2, elle m'avait dit: «Bah, ouais, c'est vrai, moi aussi, j'avais remarqué que dans le mois qui a suivi, je me sentais bien, tout était facile, la nourriture était devenue moins obsessionnelle et cetera». Donc moi aussi, c'est ça qui fait que petit à petit, tu vois, je m'y suis intéressée à la microkiné. Mais c'est vrai que tu te dis: «Mais putain, le mec, en fait, il est là avec ses doigts, il fait comme ça. Comment il sait ce qui se passe dans mon corps? Comment ça se fait que juste le fait comment ça se fait que juste le fait de faire ça, tu vois, il sait ce qui se passe dans mon corps et il arrive à le réinformer, il arrive à l'aider à se rééquilibrer?» Comment enfin, tu vois, qu'est-ce que tu fais avec tes mains, en fait? Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Je suis la carte qui a été construite tout simplement, qui nous Ouais. donne des informations. Si on fait de la microkiné pure et je serais bien embêté de te faire une vraie séance aujourd'hui de microkiné. Ça fait tellement longtemps que je pratique plus directement ça. Si tu Mmh. veux, j'ai gardé les principes, mais je vais plus l'utiliser tel quel, je me le suis réapproprié. Hem Bah, tu vas essayer il y a toujours un point d'entrée et un point de sortie, Mmh. d'accord? Les cartes, tu vas tester si tu as besoin de l'utiliser ou pas. Donc à chaque fois, tu prends une carte qui est simplement, une suite logique de toucher sur le corps Mmh. et tu vas mettre ta main d'un côté et puis ta main de l'autre. Mmh. Si en gros, tu sens que ça passe, je sais pas trop comment le dire, mais c'est vraiment Ouais. c'est personnel, c'est que c'est OK. Il y a pas besoin d'aller, fouiller pour fouiller. Alors, pour préciser pour ceux qui nous écoutent, quand Gaël il dit, «Si tu sens que ça passe», c'est si tu sens que l'énergie, elle passe entre 2 points, c'est ça? Oui, on peut définir C'est ça, ça? comme de je sais pas, c'est de l'énergie, c'est quoi? Moi, je me souviens quand j'étais stagiaire, parce que pour la petite histoire, donc j'avais fait mon stage en libéral dans le cabinet de Gaël et Anthony à l'époque, Ouais, hein, vous étiez tous les 2. Et du coup, comme ça m'intéressait, j'allais regarder toutes les séances de micro qu'ils faisaient et tu m'avais fait tester. Tu m'avais dit: «Bah, vas-y, là, tu mets tes mains là et là, ça passe ou pas?» et tu me faisais deviner si ça passait ou si ça passait pas. J'étais assez bonne à ce jeu-là, tu d'ailleurs. été très forte. Ouais. Et du coup, voilà, ça en gros, ça enfin, j'en avais déduit qu'il fallait entre 2 points, d'entrée et de sortie d'énergie, peut-être, voir si l'énergie, elle passait fluidement ou pas. Ouais. Alors est-ce que c'est de l'énergie? Est-ce que c'est autre chose? Franchement, je saurais pas le définir. En Ouais. gros, c'est est-ce que, tu sens que ton tissu, il est vivant ou pas? C'est un peu Mmh. ça. Au départ, c'est assez facile d'apprendre parce qu'on va s'intéresser au tissu osseux qui est facilement palpable, c'est dur, c'est Mmh. vraiment et là, on peut commencer facilement à le faire et Mmh. après en fonction, plus on évolue, plus on va dans les tissus un peu plus fluides. Mmh. Mais c'est quelque chose qu'on concrètement, en 1 ou 2 heures, tout le monde est capable de le faire. Il y a rien de magique Ouais. là-dedans, ça s'apprend vraiment très facilement. Faut juste ne pas réessayer de retester, retester encore et encore, encore. Si on le fait une fois, c'est que c'est OK. Si on redemande l'information, à force, on va C'est là où réavoir une tu autre brouilles, information. ton intuition et ton ressenti Oui peut-être? et puis on fait remonter d'autres trucs au patient. En fait, c'est comme Ouais. si le corps, il disait: «Ah, il veut autre chose, il veut autre chose». Donc il allait proposer une autre réponse que ce qu'on lui demande, quoi, en C'est fait. pour ça que vous allez vite aussi avec les mains. Moi, j'ai remarqué en général, ça va très, On très va très vite, vite. ouais. Ouais. Ouais Ouais, et aussi parce que, bah, parce qu'on a beaucoup de choses à faire dans la séance et qu'il faut que ça aille vite, qu'on va pas rester une demi heure sur le même truc, quoi. Ouais. ouais, ouais. Et donc OK, donc là, avec tes mains, donc tu les places entre 2 points, tu cherches à voir, si «ça passe» entre Oui, guillemets et donc ces points-là, ils sont répertoriés selon les cartes que exactement. les créateurs de la technique, ont mis au point. C'est ça. OK. Et si, bah, si tu arrives sur une carte et que ça ne passe pas dès le début, bah, tu suis la carte pour Juste ouais. depuis le point d'entrée jusqu'au point de sortie et normalement, en réinformant, en demandant au corps de faire le job, en fait, hein, c'est pas nous Ouais, et ben, à la fin, tu refais ton premier test ouais. et si
le corps a bien réagi parce qu'il se peut que toi, tu aies fait tous les tests et que le corps ne soit pas en capacité à cette heure-ci de le refaire et c'est OK, Ouais. Mmh. d'accord? C'est pas de la magie et ben, si, il a corrigé, on passe à la carte suivante, en fait. Ouais, parce que tu sais, j'avais déjà discuté, bah, pareil, avec pas mal de copines qui avaient pu tester la microkiné. Et en fait, j'ai remarqué que chez beaucoup de personnes, il y avait un peu cette frustration quand tu sors de chez le microkiné de se dire, bah ouais, mais en fait, il m'a dit plein de trucs. Il m'a dit que j'avais eu un trauma à l'âge de 10 ans, que s'était passé ça dans ma vie ou que mon corps avait perçu ça à tel âge. Mais bah, concrètement, je fais quoi avec tout ça? Et en fait, je pense que le point essentiel à dire, c'est que non seulement vous cherchez donc le point d'entrée, ce qui s'est passé, mais qu'en même temps, vous réinformez justement. Donc, il y a une correction qui s'effectue. En tout cas, on demande la correction. Ouais, au Ouais, corps. exactement. Mmh, C'est mmh. pas nous qui corrigeons, on demande la correction au corps. Ça, Oui, c'est important, ça redonne vraiment le pouvoir au patient. ouais. C'est génial. Mmh. Ça veut dire qu'il est pas dépendant d'aller nous voir, en fait. C'est lui qui fait le travail, tu vois? Si, demain, tu vas voir une infirmière parce que tu t'es fait une plaie à la main, l'infirmière, elle va faire tout ce qu'il faut, elle va, nettoyer, mettre le pansement parfait et cetera. Mais elle met juste dans les bonnes conditions pour que tu Mmh. puisses réparer, Ouais, ouais, d'accord? ouais. Et c'est ton corps qui va le réparer. Simplement, elle va mettre dans les meilleures conditions, dans ce qu'elle connaît, dans ce qu'elle sait faire et dans les connaissances actuelles. Bah, nous, on fait pareil, on met dans les meilleures conditions en fonction de nos techniques pour que le corps répare lui-même. Mmh. OK. Alors, tu pratiques aussi la lecture biologique et le transgénérationnel. Oui, Est-ce que tu peux aussi, définir c'est quoi ces 2 approches de manière simple, le plus simple possible? bien sûr. Bah, je dirais aujourd'hui, hem, avec le recul que la lecture bio, c'est une sorte d'enquête, OK. d'accord? On va aller chercher en quoi la demande du patient, donc qui peut être une pathologie, un comportement, n'importe quel problème, est en fait la meilleure solution que son organisme a trouvée par rapport à un conflit, par rapport à un problème, Mmh. d'accord? Et pour ça, on va se baser sur des lois très naturelles. On va sortir du côté très psychologique du truc. On va être vraiment d'un point de vue éthologique. Mmh. Comme si j'étudiais un animal, n'importe quel animal, je vais le faire par rapport à ses comportements d'éthologie, tu comprends? Mmh. Et ben là, on va vraiment se placer du point de vue de la nature, OK? Et dans la nature, ce qui est important de comprendre, c'est que les choses sont. Elles sont ni bien ni mal. Ça n'existe pas. C'est quelque chose que nous, on invente pour travailler, mais le bien et le mal n'existe pas. Et bien, là, on va vraiment essayer de sortir de ce carcan, blanc et noir et on va vraiment faire les choses comme ça, Mmh. d'accord? Et on va vraiment lire le corps à travers des ces cartes éthologiques, en fait, d'accord? Et essayer de comprendre ce que, l'organisme essaie de corriger, en fait. D'accord. Voilà comment ça fonctionne. C'est complexe, hein. Et du coup, derrière le mot transgénérationnel alors? Ouais. Alors Parce que ça se ressemble un peu, tu vois? Là, quand je t'écoute définir la lecture bio, je me dis: «On aurait pu aussi mettre, le complètement transgénérationnel». d'accord avec toi. Ma vision du transgé en tout cas, Mmh. d'accord? Et un peu différente de la vision du transgé, qu'on peut trouver de façon générale. Parce que la vision du transgé générale va être assez culpabilisante OK. en disant que ton ancêtre t'a transmis quelque chose de négatif et que c'est à toi de le corriger. C'est cette histoire de patate chaude qu'on transmet Mmh. ou, de lourds poids à porter et Mmh. cetera. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Alors, tout le reste est, très cohérent et tout ça et c'est pas pour ça que j'ai raison d'ailleurs. Mmh. Mais, je ne vois pas pourquoi d'un point de vue survie, Mmh. on nous transmettrait quelque chose de négatif, Mmh. d'accord? Je vois vraiment, l'étranger comme une sorte de continuité de la lecture biologique, tu as raison. Mmh. C'est vraiment pas une technique à part entière, je vois juste que c'est la continuité du truc. Mmh. Juste qu'on change d'échelle, on dézoome. Mmh. J'imagine vraiment l'arbre généalogique comme, un individu en tant que tel Mmh. et que chaque personne qui fait partie de cet arbre ne serait qu'une cellule de cet individu. D'accord? Mmh. Et ben, dans ton corps, à cette heure-ci, il y a des cellules qui meurent, il y en a d'autres qui apparaissent, puis et cetera. Mais Mmh. l'individu, lui, toi, tu restes. Mmh. D'accord? Et Mmh. ben, je vois vraiment l'arbre généalogique comme ça. Mmh. Et donc, ce que, je sais pas, mon arrière-grand-père a trouvé comme solution, Mmh. et ben, il va pouvoir me la transmettre, cette solution. Mmh. Comme ça, moi, dans une logique de survie, je vais pouvoir gagner du temps. Mmh. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? C'est que si je vis une situation, compliquée pour moi, Mmh. face à laquelle j'ai pas encore créé de programme pour réagir, d'accord? Mmh. Ça veut dire que je vais être dans une situation, on appelle ça d'inhibition de l'action. Ça veut dire que je peux ni fuir, ni attaquer Mmh. et en ça, la fuite est très efficace, c'est pas du tout négatif de fuir, d'accord? Mmh. Et du coup, je vais me retrouver dans une situation où j'ai pas de solution et il va falloir que je crée une solution dans l'urgence, tout de suite, maintenant. Si je crée pas de solution, c'est ma vie qui est en jeu de ce point de vue-là, Mmh. d'accord? Et la solution que je vais trouver, je vais engrammer un nouveau programme, si tu veux, que je vais engrammer en fonction de l'environnement et de la situation exacte que je vais trouver à ce moment-là. D'accord? Et plus tard, à chaque fois que mon organisme va penser
se retrouver dans cette même situation, parce il y a des éléments similaires, il va gagner du temps en mettant en route ce même programme. Tu Mmh. comprends? Ouais. Le problème, c'est que ce programme-là, peut-être qu'il était très adapté à ce moment-là et que 10 ans plus tard, l'environnement, il a complètement changé. Il Mmh. est plus du tout adapté, il va plutôt me nuire Mmh. dans la réalité, alors qu'il essaye de m'aider. Mmh. D'accord? Et ben, en transgé, c'est la même chose, sauf que c'est pas à l'échelle de l'individu, c'est juste que c'est un de mes aïeux qui a créé ce programme et ça a duré dans le Mmh. temps. Ouais, ouais, ouais. Oui, en fait, ça a été transmis comme tu le dis, parce que c'est un programme qui a été enregistré à la base pour la survie et toujours dans cet esprit de, maintenir l'équilibre dans le corps, en fait. Exactement, c'est que de l'homéostasie et de l'adaptation. Mmh. OK. Et du coup, en transgénérationnel, on est quand même amené à parler d'histoire familiale, de vécu émotionnel, de symbolique, de comportements répétés pour justement comprendre, le mécanisme d'adaptation qui a été mis en place. Ouais, bien sûr. Bah, déjà, souvent, on va construire un arbre. Il y a plusieurs façons de construire des arbres, mais l'arbre va surtout nous servir de support, en fait. D'aller chercher des indices, encore une fois, c'est une enquête, hein, on va aller chercher des indices pour remonter à l'origine du problème. Mmh. Imagine que c'est, ton arrière-grand-mère qui a eu ce problème et qui a inventé cette solution, d'accord? Mmh. Et elle l'a transmis, du coup, à ta grand-mère, puis à ta maman et puis à toi, Mmh. d'accord? Et puis, si jamais tu remontes que jusqu'à ta grand-mère qui, elle, a déjà utilisé cette solution, potentiellement, ça peut Mmh. sauter une génération aussi, hein, tu vas dire: «Ah bah, c'est elle». Et donc Mmh. tu vas essayer de travailler sur elle. Et puis tu vois bien que ça ne saute pas. Mmh. Donc si tu n'as pas bien construit ton arbre, tu vas pas remonter jusqu'à ton arrière-grand-mère et donc tu auras pas un résultat qui sera, excellent. Tu auras un bon résultat en général, mais qui tiendra beaucoup moins longtemps dans le temps. D'accord. Donc les consultations de transgénérationnel, c'est exclusivement en faisant l'arbre généalogique ou? Non, alors on peut le faire en faisant l'arbre généalogique, c'est vraiment la façon traditionnelle de le faire, mais OK. ça implique que ça demande quand même beaucoup de temps, Bah, ouais. que le patient a besoin de faire beaucoup, beaucoup de recherches, Mmh. que des fois c'est un peu, frustrant parce que, bah, il y a plein d'informations qu'on n'aura pas, Ouais. d'accord? Et donc moi, je l'ai vraiment intégré dans ma pratique. Je fais plus du tout de séances transgénérationnelles. J'en ai fait un petit peu au début parce que j'avais besoin pour, apprendre un peu les mécanismes, les mettre dans la main et cetera, mais maintenant, moi, elles sont vraiment intégrées à ma séance globale. Mmh. Voilà, Avec la lecture bio et la microkiné, quoi. exactement. Mmh, Tu fais des liens, entre tout ça. Ouais, c'est ça. OK, et justement, alors dans ta pratique, est-ce que, il y a des éléments qui vont te faire penser que: «Ah tiens, là, il y a peut-être quelque chose, lié au transgénérationnel»? Bien, en fait, déjà dans ma trame normale de ma séance, Mmh. mon patient arrive et il va me poser une, 2, 10 questions, peu importe et en fonction, moi, je vais répondre qu'à ces questions-là et donc s'il me pose la disons la question 1, je Mmh. vais essayer de travailler sur la question 1 d'abord et parce que je l'ai construit comme ça, mais on n'est pas obligé de le faire comme ça, je Mmh. le fais de façon assez chronologique. Mmh. Donc je vais d'abord interroger le corps: «Est-ce que c'est déjà du transg?» Si ça l'est pas, je passe à l'étape d'après. Est-ce que c'est préconceptionnel, pendant la grossesse et cetera, de tout au long de sa vie? Mmh. D'accord? Donc de façon mécanique, moi je commence toujours par le transg et je déploie. D'accord? Si par hasard, j'ai commencé par un autre, biais, parce que le jour-là, ça m'éclatait de commencer par l'autre côté Mmh. et ben, je vais voir que ça lâche un petit peu, mais que c'est pas complètement satisfaisant dans le résultat que j'aurai. Donc du coup, je vais aller réinterroger le corps, savoir s'il y a pas du transg. OK. Et en microkiné, bah, il y a des cartes spécifiques pour le transg. Oui, c'est ce Et que voilà. j'allais dire aussi dans la microkiné, ça inclut quand même déjà des notions de transg et de lecture bio, quoi. Ouais. C'est Ouais, c'est grâce à ça, je pense que j'ai commencé à lire beaucoup de choses sur le transgénérationnel. Mmh. On avait une carte principalement de transgénérationnel qu'ils appelaient la carte d'hérédité Mmh. et en fait, je tombais beaucoup, beaucoup sur cette carte, Mmh. mais je savais pas trop quoi en faire Ouais. et du coup, c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à ça pour avoir, quand même beaucoup de vocabulaire pour expliquer aux patients: «Bah, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça comme Mmh. mécanisme», donc pour que lui puisse repartir, bah, comme tu disais, un peu moins frustré que: «Bah, je sais pas ce qu'il m'a raconté, je sais pas comment on Ouais. fait». Ouais, ouais. Et tu sais, j'avais vu là récemment passer, pareil sur les réseaux, les résultats d'une étude qui était fascinante, je sais pas si tu l'as vue, qui démontrait qu'on retrouvait dans l'ADN, des filles, dont les arrière, grand-mères, ou grands-mères avaient vécu un viol. Mmh. On retrouvait le traumatisme encore imprimé dans Ouais. l'ADN. Alors, c'est pas tout à fait dans l'ADN, parce que Ah. ça ne se transmet pas dans l'ADN. En tout cas, l'ADN en tant que tel, les ATGC ne changent pas du tout. Mmh mh. En revanche, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Mmh. C'est comment on va lire l'ADN. Si tu Mmh. veux, il y a des mécanismes chimiques qui font que ton ADN, en fait, elle est roulée dans une grosse pelote de laine, Mmh. mais que si je veux lire ce qui est au milieu, bah, il faut bien que je sorte le petit bout de fil, qui soit accessible Mmh et que mh. je puisse le transcrire en ARN et faire la suite et Mmh cetera. mh. Et en fait, il y a tout un système qui bon, c'est assez compliqué, c'est des méthylations et cetera, bref, Mmh. qui font que l'ADN est disponible
ou pas. Et Mmh. en fonction, de ce qu'on a pu vivre, il va y avoir des marqueurs épigénétiques qui vont se mettre et qui Mmh. vont faire qu'on va pouvoir lire ou pas cette partie d'ADN Mmh. et donc et ben, ce comportement ou cette protéine et cetera vont se manifester. Et il y a eu beaucoup d'études, alors sur les femmes, qui ont vécu des viols, il y a quelques études, mais c'est compliqué parce que c'est dur d'avoir une grosse population. Mmh. Les grosses études qui ont été faites sont principalement suivies de la Shoah. Parce que D'accord. là, on a des populations énormes par rapport à ça et on a pu faire des grosses études où on sait alors aujourd'hui, on a 3 ou 4e génération et 4e génération, on a toujours des résultats par rapport à ça sur, l'épigénétique. Ah Donc ça veut OK. dire que tant qu'on n'a pas, hem, résolu le problème, on aura des résultats, d'accord? Mmh. Mais il y a d'autres expériences qui sont extraordinaires. Sur l'humain, c'est très compliqué Mmh. parce qu'il faut aller faire des investigations et c'est vraiment pas simple. Mmh. Donc on a beaucoup utilisé les rats comme d'habitude, les pauvres Bah, bêtes ouais. et du coup, il y a une étude, que je cite souvent qui est vraiment intéressante par rapport à ça. On a mis des rats dans une cage, Mmh. électrifiée bien sûr, parce qu'on adore mettre des rats dans les cages électrifiées. On met les rats dans une cage électrifiée et quand on leur fait sentir l'odeur le parfum, de la fleur de cerisier, pardon, et ben, on leur met un coup de jus et petit à petit, et ben, cette génération apprend que dès qu'il y a la fleur de cerisier, elles vont être punies. Ah. Et du coup, à la suite, elles vont développer, des comportements, agressifs ou de peur et cetera et à la fin, on a juste besoin de leur mettre l'odeur de la fleur de cerisier et le comportement se déploie tout de suite, Mmh. d'accord? La génération d'après, ce qui est facile avec les rats, c'est que la génération d'après, elle va pas du tout être en communication avec les parents. C'est-à-dire que dès qu'ils naissent, on les sépare. Donc il y aura pas d'apprentissage, si tu Mmh. veux. La génération d'après, du coup, même comportement. Sans les avoir électrifiés, on leur met la fleur de cerisier, tout de suite, ils sont dans des peurs. Mmh. La génération d'après, même chose. Et la 4e génération, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis la fleur de cerisier, mais en même temps, on leur donnait à manger, une sucrerie. Et Ah. donc, ils ont réappris que la fleur de cerisier n'était pas un danger, même Ah. au contraire. Et donc, le comportement a disparu. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que quand on a étudié l'ADN, en tout cas au niveau épigénétique, donc ce qui est au-dessus de l'ADN, et ben, on a vu des méthylations. Alors c'était sur des souris mâles, il me semble, donc du coup c'était, principalement sur les gamètes qu'on avait regardé. Donc on avait vu des méthylations qui s'étaient transmises et la 4e génération à qui on a changé le comportement, cette méthylation a disparu. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui donne le sens, au transgé, c'est que, et ben, c'est On est vraiment dans ce que tu inversé. disais avant, une solution d'adaptation pour la survie ou maintenir Exactement, l'équilibre qui est transmise, pas forcément par l'apprentissage, mais vraiment dans, l'expression de l'ADN tout à fait, et qu'on peut réinformer différemment quand même, par la suite, quoi. exactement. Ah, c'est hyper intéressant et donc ça peut exprimer, en tout cas, pourquoi certaines pathologies, reviennent chez, enfin, chez certaines, chez certains individus, dans une famille et que ça se transmet, que ça se transmet, Bien sûr. Bon, tu as aussi la partie purement génétique, hein, oui, qui fait que, bon, bah, ça, on peut pas y toucher aux gènes, pour l'instant, en tout cas, enfin, oui, mais France. tu vois, justement, moi, j'ai cette vision qu'aujourd'hui, on sait que l'épigénétique est beaucoup plus important que la génétique. C'est assez mitigé. En fait, c'est un long combat, si tu veux, et c'est rejoint beaucoup le transgé, ma façon de voir le transgé, où je vois vraiment ton arbre généalogique comme une simple petite partie infime et terminale du grand arbre du vivant, si tu veux, d'accord? Mmh De mh. toute l'histoire de la vie sur terre et ben, aujourd'hui, on suit beaucoup, les théories de Darwin avec Mmh. l'évolution Mmh. et avant Darwin, il y avait Lamarck qui disait justement que enfin, l'animal s'adaptait à son environnement, d'accord? Et Darwin disait: «Non, il y a des expressions génétiques», enfin, il n'utilisait pas le mot gène parce que ça n'existait pas, mais qui font que par hasard, ça change et donc il va être plus adapté. Et en fait, on avait mis Lamarck de côté et on s'aperçoit qu'en fait, les 2 situations sont en même temps là et que du coup, bah, on peut jouer sur les 2 trucs et ça, c'est super, quoi. Mmh. OK. Et alors du coup, maintenant, quelles sont les grandes différences entre microkiné, lecture bio et transgénérationnel? Parce que finalement, on a vu qu'il y avait dans la microkiné de la lecture bio, du transgé, mais en quoi ces pratiques-là sont quand même différentes et en quoi elles se rejoignent? D'abord, elles vont se rejoindre parce que, bah, tu as bien compris que en tout cas microkiné et lecture bio sont basés sur de l'anatomie, la physiologie et surtout, sur l'embryologie, sur les tissus avec lesquels on va se développer en tant qu'embryon, Mmh. d'accord? C'est vraiment la base du truc et donc du coup, ça se recoupe beaucoup. Mmh. Et aussi, elles sont toutes les 2 basées sur le fait bah, on va stimuler les capacités d'adaptation du corps. C'est Mmh. tout ce qu'on fait dans les 2 techniques, d'accord?
Ce qui va les différencier, je pense qu'en micro-kiné, heu, tu vas avoir un truc assez mécanique. On va suivre des cartes de façon très mécanique et à la limite, on pourrait ne pas parler aux patients. D'ailleurs, maintenant, quand on refait des formations de micro-kiné, il y a aussi la thérapie manuelle évolutive maintenant qui est l'autre nom de la micro-kiné si tu veux. On nous dit de surtout plus parler aux patients. Ah ouais, Ouais. pourquoi? Peut-être que ça fait trop ésotérique, peut-être que je sais pas, mais en tout cas, ils veulent plus qu'on parle aux patients. Ah Mais selon eux, les résultats j'ai jamais testé du coup, je ne sais pas, mais selon eux, les résultats sont les mêmes, ça peu importe, d'accord? ouais. Mais je m'imagine en tant que patient sur la table, avoir un gars qui me touche de partout sans rien me parler, Ouais. en me parlant de la pluie et du beau temps et je me dire: «Mais qu'est-ce qu'il m'a fait?» Ouais, est-ce qu'il fait vraiment quelque chose? Parce que c'est vrai que, tu vois, pour le coup, quand il fait ses trucs, il touche, comme ça, il se balade, mais en même temps, il me dit: «Ah, il y a eu quelque chose à votre naissance. Qu'est-ce qui s'est passé à votre naissance?» Tu te dis: «Bah, putain», Ouais. tu vois? Ou des trucs que tu alors il y a des choses qu'on sait pas vraiment. Moi, par exemple, Emmanuel Corbel, quand j'étais allée le voir, il m'a dit: «Ah, hem» il m'avait dit, «Ah, il s'est passé quelque chose à votre naissance, vous avez eu du mal à sortir Mmh mh. mais vous êtes quand même arrivé, mais vous avez été, voilà, un peu dans un tunnel entre la vie et la mort, mais vous êtes quand même arrivé. Donc c'est certainement pour ça que vous arrivez toujours en retard». Mmh. Et là, genre, j'ai rigolé, je me suis dit: «Mais le mec, il sait pas que j'arrive toujours en retard» et en fait, ouais, je suis toujours en retard et donc pendant longtemps après, ma blague, c'était: «Bah, ouais, désolé, j'arrive en retard, c'est de la faute de ma naissance» et effectivement, moi, je le savais pas, mais quand je suis rentrée de la séance, ma mère m'a dit: «Bah, oui, ça a été difficile de te sortir, il a fallu prendre la ventouse, les forceps et tout, donc ça a été compliqué» et du coup, moi, quand j'étais enceinte et que j'ai accouché, j'ai eu peur que ça arrive, tu Bien vois? sûr. Que ça se transmette parce que j'avais conscience de tout ça et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai accouché, donc moi, j'ai accouché naturellement, sans péridurale et cetera et à un moment donné, le gynéco m'a dit, «Ouh là là, là, voilà, s'il est pas là dans 2 poussées, il faudra que je prenne les ventouses, parce que, Arthur, il fait des petites bêtises». En gros, il avait son cœur qui Mmh. descendait, trop bas. Ah bah, du coup, il m'a dit ça, 2 poussées. La poussée d'après, Arthur était là. Mais du coup, tu vois, je me suis dit: «C'est fou, tu vois, comment ça l'impact que ça a sur nous, sur notre vie», enfin Bien sûr. Et peut-être que, bon là je ne sais pas, mais tu pourrais très bien trouver un transgénérationnel à ce numéro-là, au numéro un de la fratrie du coup, mmh, une maman qui a accouché trop tôt et le bébé n'a pas pu survivre et donc du coup, il a tout intérêt mmh, à rester le plus longtemps possible dans le ventre de maman, par exemple, tu vois? ouais, Et pas pour c'est pas à chaque fois que c'est ça, c'est pas un dictionnaire, hein, ouais, d'accord? ouais, Mais dans ouais, ce que tu as dit, c'est très important parce qu'au début, tu as commencé par: «Il s'est passé quelque chose à votre naissance» et ouais. ça, oui, forcément, il s'est passé quelque chose à ta naissance. Ouais, ouais, Dire, tu ouais, vois? ouais, ouais. En revanche, ce que tu as dit après, c'est que Emmanuel, pardon, il t'a dit, voilà, il s'est passé ça et donc tu vis ça comme ça Ouais, ouais, et ça change tout en fait pour le compré la compréhension du patient. ouais. Parce que dire: «Voilà, il s'est passé quelque chose à ta naissance», bah oui, il s'est passé forcément quelque chose à ta Oui, naissance. oui, C'est bah, évident, oui. hein, ça n'a pas de sens. Oui et encore là, moi, je te le dis, tu vois, avec, le souvenir que j'en ai d'il y a, attends, je suis allée le voir, j'avais 18 ans, tu Ah oui. vois? Donc ça fait, Hier. ouais, un hier de 15 ans, ouais, même un peu plus donc tu vois? Enfin, Ouais. mais c'était hyper intéressant. Donc du coup, attends, parce que je t'ai coupé, donc tu nous expliquais en gros donc, en quoi, ça se rejoignait Mmh. et alors en quoi elles se différencient? Ah oui, on en était là, pardon. En quoi elle se différencie? Bah, du coup, ce que je disais justement, c'est que la microkiné avait un côté plutôt mécanique, Ouais, d'accord? Alors que dans la lecture biologique, on va avoir un côté avec beaucoup plus d'échanges, je trouve, avec le patient. On va OK. voilà, à l'image des manuels pour la naissance, on va beaucoup plus expliquer ce qui se passe et Mmh. donner un bah, tu vois, on lui explique: «Voilà ce qui s'est passé, voilà comment toi tu l'as vécu». Parce que ce qui est important, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est Mmh. passé n'a très peu d'importance Mmh. et nous, d'ailleurs, on n'a aucun accès à savoir ce qui s'est passé. En fait, on n'a pas, une espèce de caméra qui va dans le temps. C'est pas Mmh. ça qui se fait. Nous, on a un moyen d'accès à comment ton corps, il a perçu, comment il a ressenti ce qui s'était Mmh. passé et c'est ça qui est important parce que c'est pas forcément le même événement qui va se repasser, c'est le même ressenti. C'est là qui va déclencher le programme, tu comprends? Mmh. Et donc du coup, nous, on va lui dire: «Voilà ce qui s'est passé, voilà comment tu l'as vécu et voilà ce que ton corps en a fait» Mmh. et aujourd'hui, tu utilises toujours ça, mais ça ne sert plus à rien. Tu vois? Ouais. Si on reprend l'exemple de la naissance, par exemple, Mmh. imagine, tu as, des parents qui viennent avec leur petit, on va l'appeler Paul. Mmh. Paul arrive et c'est surtout la plainte des parents, Paul il peut avoir, 8 ou 9 mois si tu veux et puis ils me disent, «Bah, voilà, Paul ne dort pas, il va dormir que dans mes bras, moi, maman, dès que je le pose dans son lit, il hurle alors qu'il est bien endormi profondément et moi j'en peux plus parce qu'il faut que je dorme» et cetera. Donc à Mmh. la fois la plainte de la maman, du papa qui ont besoin de dormir,
c'est normal, c'est vital Ouais. et puis ce bébé finalement, bah, c'est pas de sa faute quoi. À un moment donné, il est pas en train de jouer avec ses parents. S'il fait ça, c'est qu'il y a une vraie peur derrière, d'accord? Paul s'installe sur la table et qu'est-ce qu'on trouve? C'est que à sa naissance, la même chose que toi, il s'est retrouvé coincé. On a dû faire une césarienne en urgence et il y avait ses voies respiratoires qui étaient, un petit peu obstruées, Ah. d'accord? Qu'est-ce qu'on fait quand il fait une césarienne? Du point de vue du bébé, il y a aucune logique à ce que le ventre de sa maman s'ouvre. C'est Ah. pas logique du tout. Il y a aucune logique à ce qu'un étranger l'attrape et qu'il soit pas tout de suite dans les bras de maman. Mmh. Quand il sort du ventre de maman, de quoi il a besoin? Bah, d'être contre maman, parce Mmh. que c'est maman qui va lui apporter de la protection, de la Mmh. chaleur, de la nourriture et ce qui est a de plus important certainement, l'amour. Mmh. Mais il y a que maman qui peut faire ça et ça, c'est commun à absolument tous les mammifères. Tu Mmh. vois? C'est là qu'on retrouve de l'éthologie. C'est que ça soit un chien, un lapin ou un humain, Mmh mh. le besoin, il est le même. Un bébé qui sort du ventre de maman, il a besoin de quoi? Bah, d'être contre sa maman. Point. Tu Mmh. comprends? Et donc là, ce qui se passe, c'est que lui, il a l'impression qu'il y a un prédateur, en fait, qui l'a attaqué. Ce prédateur qui est représenté par le médecin, lui, il ne sait pas que c'est un médecin, il ne sait pas qu'il est dans un hôpital, qu'on essaie de Oui. l'aider et cetera. Lui, de son point de vue, c'est programme archaïque, il en a très peu à ce moment-là, qu'il est en train de se faire attaquer. On le met comment? Sur le dos, séparé de maman, sur une table et là, on va lui faire une petite aspiration, d'accord? Mmh. À ce moment-là, c'est vital. Il faut le faire, Ouais. bien sûr. Mais le bébé, lui, de son point de vue, il vit pas ça du tout comme ça. Mmh. Le bébé, de son point de vue, c'est: «Il y a un prédateur, en plus, il est en train de m'attaquer et par la bouche en premier. D'accord? Plus ou moins, on lui fait un dextro, donc on perce sa peau, donc lui, il se sent mordu et cetera. Donc il se sent vraiment attaqué, Mmh. séparé de maman, d'accord? Seulement après, quand tout se passe bien, en général, au bout de 3/4 d'heure, il retrouve maman parce qu'on s'est occupé d'elle, on a fait ses soins, on a fait les soins du petit, tout va bien, tout le monde va bien, c'est super. Maman est contente, il retrouve le contact de maman, c'est merveilleux. Sauf que lui, les 45 minutes là, bah, c'est toute sa vie. Donc c'est une éternité en fait. Mmh. D'accord? Toi, pour toi, 45 minutes, bon, c'est pas grand-chose. Lui, 45 minutes, bah, c'est toute son existence en Ouais, c'est le début de son existence. exactement. Donc le rapport est monstrueux et donc il va créer ce programme-là. Il était vraiment dans cette situation de: «Je ne peux pas fuir, je ne peux pas attaquer, j'ai aucun moyen, je vais être en train de me faire attaquer par le prédateur qui est sur moi». Ah. Et donc évidemment, maman, elle va pouvoir l'endormir contre elle, le Ouais. soir. Et dès qu'elle va le poser sur le lit, lui va revivre exactement la même situation. On me pose sur le dos et Ah. on me sépare de maman. Mmh. Son programme en route, c'est quand on me pose sur le dos et qu'on me sépare de maman, c'est que je vais être en danger et que je vais me faire bouffer par un prédateur. J'ai tout intérêt Mmh. à hurler et pour que maman me reprenne dans ses bras parce que sinon, moi, je suis en danger de mort. Bah, ouais. Donc tout l'astuce va être de dire expliquer à la fois à la maman et au petit, il va comprendre l'intention, l'intuition qu'on va lui donner. C'est: «Voilà, tu as vécu ça comme ça? En Mmh. vrai, il se passait que c'est des médecins qui aidaient maman et toi et que vous alliez tous bien». D'accord? Mmh. Idéalement, si maman a une petite photo, de la des toutes premières heures où elle l'a dans les bras, permettre de remettre une image sur le truc, dire: «Ah ouais, finalement, j'étais avec ma maman». Mmh. D'accord? Et en fait, bah, c'est juste pour dire, à ce moment-là, ce programme-là, il était utile. Parce Mais qu'il ça fallait d sauver ta vie. Aujourd'hui, tu as 9 mois, il est plus utile, tu peux l'effacer. et donc ça, tu le fais comment? Tu le fais en réinformant le corps par le toucher? Surtout là, en lecture bio, je vais le parler. Mais Je le vais lui bébé, exprimer. tu l'exprimes au bébé ou à la maman? J'exprime aux 2 et c'est Mais très le important bébé, que il a les 9 mois, tu vois? Comment mais il il comprend l'information qu'on va lui donner. juste attends, parce que ça, c'est une histoire vraie du coup? C'est Ah un oui, c'est cas quelque chose qu'on voit souvent. Alors il faut pas voir le truc aussi comme tous les bébés qui naissent en césarienne le vivent comme ça, hein. oui, Encore une fois, c'est le ressenti, hein, ouais, OK? Qu'on soit bien d'accord, c'est pas du tout un dictionnaire, hein. et donc ça, typiquement, tu l'as déjà eu en consultation et juste le fait de l'expliquer Bien sûr, verbalement au bébé, ouais, ça change, les ouais. choses? Si on est tombé vraiment sur le beau conflit, il y a que celui-là. Chez le bébé, c'est un côté un peu magique chez le bébé, c'est super parce que si ça fonctionne tout de suite. C'est-à-dire que dans les 3 nuits qui suivent, en général, Ouais. le bébé, on peut le poser. Ouais, moi j'ai ça, tu sais, comment avec les fleurs de bac et Ouais. les fleurs de bac, c'est un peu ce même principe, c'est-à-dire qu'on vient vraiment travailler sur les émotions, sur le Mmh ressenti, mh. sur comment tu vis les choses. Et pareil, chez les bébés, c'est merveilleux, Ouais, chez les tout petits, parce que ça marche super bien. bien Et sûr. là, tu vois, ça me fait toujours rire quand on dit, «Oui, les fleurs de bac, effet placebo». Bah, genre, Pour tous le les bébé, voilà, un bébé, comment tu peux lui dire que c'est un effet placebo? Et j'ai déjà aidé, tu vois, des mamans, pareil, qui avaient des soucis, pour, leurs enfants ou leurs bébés, le soir, qui dormaient pas bien ou qui se réveillaient dans la nuit. Et en questionnant la maman sur le comportement du bébé, de l'enfant, je trouve les fleurs de bac qui correspondent d'un ouais, point de vue émotionnel, et en général, j'ai déjà eu des retours de mamans où genre dès la première nuit, il y a des effets et là tu te dis: «C'est bien sûr. c'est ouf». Et quand bien même c'est l'effet placebo, qu'est-ce qu'on s'en fout?
Ah ouais, Non, donc mais c'est ça vrai. marche. Au final, tout le Ce monde que est la maman, content elle veut, et c'est dormir, et tu c'est vois? très bien, tu vois? Ouais, ouais. Pourquoi en fait, moi, je suis sorti du truc de pourquoi chercher à comprendre, absolument, il faut tout comprendre, tout mettre dans une case et C'est cetera. notre ère qui veut ça. Bien sûr, On mais est dès que entré tu c'est ce fais une étude, pour que l'étude soit cohérente, il faut que tu isoles tous les paramètres extérieurs. mmh. Donc tu vas étudier un truc, bah, on revient à étudier le genou du patient et pas le patient. Ouais, bah, oui. Donc du coup, tu te coupes de plein de choses. Alors elles sont utiles ces études à ce moment-là parce que ça nous aide à avancer, mais mais c'est pas une fin en soi, quoi. Ouais, ouais, totalement. OK, donc on a compris en quoi elles se rejoignent et donc elles diffèrent de par quoi? On va y Il y en a une qui est arriver. plutôt mécanique et l'autre qui Ouais, est plutôt on va beaucoup plus parler, OK, d'accord? Et le OK. tranché, si tu veux, bah, c'est juste une suite logique à tout ça, c'est pas une technique à part entière, le tranché, c'est juste un C'est le dézoom. lien? C'est le Ouais, il y a lien un et c'est un dézoom. dézoom de l'histoire. OK. Avant d'aller plus loin dans cet échange, je me permets une petite parenthèse. Si cet épisode vous plaît, et il est passionnant, pensez à vous abonner au podcast et ou à la chaîne YouTube en fonction de où vous écoutez cet épisode. C'est gratuit pour vous et pour moi, ça va énormément m'aider à faire grandir le format, à rendre ces contenus plus visibles et à pouvoir inviter encore plus de professionnels inspirants pour continuer à vous proposer des épisodes à la fois éducatifs, accessibles et nuancés. Donc si c'est pas encore fait, abonnez-vous et maintenant on reprend avec Gaëlle. Donc Gaëlle, tu avais une formation de kiné, un Oui. parcours sportif, des premières formations plutôt tournées vers le corps, le mouvement et la performance. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers une pratique comme la micro-kiné? Donc tu nous as expliqué un petit peu, hein, Mmh. finalement dans l'intro. Qu'est-ce que tu pourrais, ajouter par rapport à ça? Dans le sens où est-ce que tu peux revenir sur, je sais pas, les limites que tu as pu observer dans ta pratique de kiné? Parce que ce qui est quand même intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu pratiques quasiment exclusivement la micro-kiné. J'ai toujours une petite activité de kiné. Oui, J'ai mais encore une activité de coaching, pour les coureurs à pied que j'adore et donc ouais. du coup, j'ai vraiment une notion de pouvoir le coacher dans son intégralité. Mmh. Mais je pense surtout que et là, c'est plutôt de l'intergénérationnel et pas du transgénérationnel, c'est qu'à y réfléchir correctement, je pense que c'est mon père qui m'a fait faire ça. Parce que quand j'étais petit, quand j'étais enfant à la maison, mon père est entraîneur de cyclistes. Mmh mh. C'était pas son travail, mais il Mmh. faisait ça et donc il y avait des tas de cyclistes qui débarquaient à la maison, qui défilaient quasiment quotidiennement. Il y avait des cyclistes à la maison qui venaient chercher leur plan d'entraînement Mmh. et moi, petit, bah, j'adorais aller les observer, les embêter beaucoup et cetera. Mais j'écoutais beaucoup, en fait, ce qui se passait, comme n'importe quel enfant qui écoute son papa Mmh. et mon père, il faisait pas que lui dire: «Bon alors demain, tu as 4 heures à faire, après-demain, tu fais 2 heures avec tel exercice et puis dimanche, tu as ta course». Mmh. Il y avait ça dans le plan d'entraînement. Mais tout au cours de l'élaboration du plan d'entraînement, il disait: «Et sinon, ça va pour toi? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Le travail, tout va bien?» En fait, il avait déjà une prise en charge qui était Mmh. hyper globale et il C'était un est coach holistique, ton père, ouais, c'est ça, finalement. ouais et du coup, je pense que ça m'a énormément inspiré Ouais, et tu vois, je l'ai compris après coup parce que j'avais pas fait le lien du tout, mais ouais. quand je suis arrivé en kiné, comme je te disais tout à l'heure, bah, pour moi, il manquait un truc. C'était cool, c'était bien, c'était mécanique, c'était hyper fluide, tac, tac et quand tu faisais parfois, exactement ce qu'on te disait de faire par rapport à la pathologie, tout était magnifique. Sur le papier, c'était beau, Mmh donc tu mh. avais le résultat et puis non, il te manquait quelque chose et puis dès que tu creusais un peu, bah, tu t'apercevais que, bah, je sais pas, le patient que tu soignais pour son genou, en ce moment, il était en pleine séparation ou, truc comme ça et ça, on le prenait pas du tout en compte. Ouais. Du coup et ben, il manquait cet aspect-là. Je pense que c'est aussi pour ça, ouais. Mmh. OK. Donc merci à papa. Merci à papa et donc la limite finalement, c'est ce que tu disais au tout début, c'est le fait que en kiné, malheureusement, il n'y a pas assez cette lecture globale, moi j'aime bien dire holistique, Ouais, de l'être humain. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai arrêté mon métier de kiné d'ailleurs, hein. C'est parce qu'on ne pouvait pas justement, avoir cette vision holistique de l'être humain et puis quand on se forme à des pratiques complémentaires avec cette vision holistique, le problème c'est que c'est souvent rejeté aussi par le domaine de la kiné alors que c'est complètement dommage parce que le but, c'est d'aider le patient. Le bien but, c'est sûr. que le patient aille mieux et donc je pense qu'on est beaucoup de kinés finalement à malheureusement des fois, Oui, alors je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une belle ouverture par rapport à ça. Ça prend du temps évidemment, ouais, mais tu vois, il y a de plus en plus de prise en charge, justement biopsychosociale. ouais, ouais. Alors c'est pour l'instant, je pense, assez ciblé sur certaines pathos, Mmh. hein, comme les lombalgies chroniques, ça c'est Ouais. clairement maintenant très bien enseigné. Les maladies chroniques d'une Les manière maladies générale. chroniques, voilà Mmh. et donc c'est cool, c'est une porte d'entrée et je Ouais. pense que ça va évoluer. C'est très Ouais, bien, ouais, ouais. tu vois? Ouais, ouais, complètement parce qu'on voit aussi de plus en plus, tu sais, de médecins, fonctionnels.
Mmh. Et les médecins fonctionnels, vont avoir une lecture un peu plus profonde, je trouve, de l'être humain avec, voilà, des peut-être aussi des recherches un peu plus fines, Ouais. et ouais, et ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, est-ce que ton regard sur un simple symptôme a changé avec le temps? Bah, c'est compliqué à dire, en fait, parce que tu vois, depuis, je pense, le début, il y avait ce petit truc derrière de: «Il me manque quelque chose». Alors oui, il a changé, hem, au début, tu vois, c'est comme quand tu as n'importe quel nouvel outil, il est merveilleux et donc Mmh. tu utilises que cet outil parce que c'est le super outil. Tu as ton nouveau tournevis et tu veux tout faire avec ton tournevis, quoi. Ça marche pas comme ça. Mais Mmh. il faut aussi passer par cet extrême pour, comprendre les limites de ton outil et je pense que mon regard aujourd'hui, il est vraiment dans une sorte d'équilibre entre, et ben, ta part de ce que tu vis et Mmh. ce qui t'arrive vraiment et le côté hyper mécanique du truc Mmh. et c'est vraiment ma vision, c'est aujourd'hui d'essayer de vraiment de réunir les 2 Mmh. et que les 2 sont pas du tout en opposition, mais qu'on peut travailler, bah, les 2 en même temps et c'est super, quoi. Le Mmh. but du jeu, c'est que le patient aille mieux plus vite. Ouais, totalement. Donc aujourd'hui, ton activité, elle est quasiment exclusivement tournée, centrée sur ces thérapies complémentaires. Qu'est-ce qui t'a convaincu de prendre cette direction-là professionnellement? Ben, je pense que c'est, juste parce que ça m'éclate. Ouais. Heu, Tu sais, comment je pourrais dire ça? Quand tu es petit, assez vite et tous les adultes font ça et ils y peuvent rien parce qu'on leur a fait ça aussi et cetera, donc c'est le schéma normal. On t'apprend et on te casse tes rêves tout de suite, tu vois? Mmh. «Moi, je veux faire ça, je veux monter sur la butte là-haut». Mais non, tu pas encore capable, tu es trop Ouais. petit. «Moi, je veux faire ça maintenant». «Non, mais attends, d'abord, on va aller prendre la douche». «Et mais voilà et puis passe ton bac d'abord et puis machin». Donc on nous apprend que si on veut être heureux, obtenir quelque chose, il y a forcément une contrainte avant à subir, d'accord? Mmh. Et après, ben, quand tu deviens adulte, ça te paraît normal de devoir faire, 1 heure et demie de trajet tous les jours pour aller au travail, de devoir te dire tous les matins: «Oh là là, faut que j'aille au travail et puis il y a mon patron Mmh. là et j'en peux plus et puis mes collègues, c'est pas Mmh. du tout intéressant, je me réalise pas». Mais c'est normal parce que du coup, on te dit que pour avoir tes super vacances, dans un hôtel de rêve et ben, Mmh. il faut absolument que tu aies vécu une grosse contrainte. Ouais. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'est possible en tout cas, que c'est une Mmh voie, mh. qu'on peut très bien gagner sa vie en s'éclatant. Ouais, totalement. Et donc du coup, bah, j'ai pas vraiment de plan, sur la comète si tu veux. Je fais à peu près, dans le temps où je suis, ce qui m'éclate. Mmh. Et en ce moment, bah, c'est plutôt ça. Peut-être que dans 5 ans, ça sera autre chose et c'est OK. Et je pense que c'est beaucoup mieux pour mon patient parce que si moi je m'éclate et bah, je serai beaucoup plus dans ma séance que si je suis en train de me dire: «Bon allez encore 2 heures là, je ne peux plus». Bah, D'accord? ouais, ouais, ouais. D'ailleurs si je suis 2, 3 jours, 4 jours de suite à me dire: «Oh là là, faut que j'aille au travail ce matin là, j'en peux plus quoi, tu vois, j'ai pas Mmh. envie», bah, je vais trouver un moyen de changer le truc quoi. Mmh. Je vais, bah, comme je disais tout à l'heure, je vais faire peut-être la séance à l'envers ou je vais prendre un outil que je suis en train d'étudier en ce moment, puis je vais le faire en priorité Mmh. pour avoir un côté un peu plus ludique à ma séance. Pour le Mmh. patient, ça changera rien, il s'en rendra pas compte. Mmh mh. Moi, ça sera un petit jeu, bon, c'est pas un super jeu, je sais pour Mmh. le commun des mortels, mais moi, ce sera un jeu et ça va me retrouver un intérêt dans ma journée quoi. OK. Tu aimes dire que tu aides les gens à comprendre en quoi leurs problèmes sont une solution pour leur organisme. Est-ce que tu peux nous expliquer cette phrase? Et ben, ouais, tu vois, par exemple, si on reprend l'exemple du petit, Paul? Paul, Mmh. merci. D'ailleurs, Paul, ça veut dire le petit, le faible. Le prénom n'a pas du tout, une importance, hein, tu sais? Et donc si tu appelles ta fille Paulette, ça veut dire vraiment la petite, petite faible, c'est pas rien. Ah ouais. Ouais et Tu sais, enfin, c'est où que tu trouves toutes ces, c'est de l'étymologie. oui, mais tu les trouves où ces étymologies-là? Il y a des livres, ouais? Il y a des livres et puis de toute façon maintenant avec internet, tu tapes étymologie et le prénom et tu vas tout de suite tomber sur Ouais, l'étymologie. moi je crois dans Mélanie, il y a noir, Mélanie, c'est mélanome, c'est le noir, ah oui, d'accord? C'est ce qui se rapporte à la couleur noire. c'est le yin. Ouais et tu peux aussi trouver une racine, un peu plus bizarre. L'étymologie, c'est toujours, des sortes d'hypothèses, hein. On n'a pas Ouais, alors il y a des étymologies, notamment toutes les étymologies hébraïques, on les connaît plutôt pas mal, ouais, il y a certaines étymologies latines qu'on connaît bien, mais il y en a d'autres, il y a des doutes et dans OK, Mélanie, tu as aussi le côté, mel de mellifère. Tu le côté d'accord. reine des abeilles, si tu veux. Ah ouais? Ouais. Ah! Reine des abeilles, ça me plaît Ça te bien. plaît bien ça, non? Ouais, Ouais. ouais. Moi, ça me parle plus Et pourtant. Gaël alors, c'est quoi? C'est charlatan? Exactement. Tout à fait. Gaël, ça veut dire l'étranger. Ah ouais? Ouais, en fait, les Gaëls, c'était un peuple celte D'accord. qui venait, plutôt, du côté, du Royaume-Uni Ouais. et pour la France, les Gaëls, ça veut dire les étrangers. Ah Il y a ouais? pas mal de prénoms comme ça qui sont l'étranger. Hélène, c'est celle qui vient de Grèce. Ah. Lydie, c'est celles qui viennent de la Lydie, et cetera, et Cool. cetera. Ah, c'est Ouais. marrant.
Donc du coup, Je sais plus où on en était. explique-nous cette phrase, en quoi, donc les Ah oui, problèmes sont une solution pour notre merci organisme? petit Paul, pardon. Ouais. Et ben, du coup, pour lui, sa meilleure solution, c'était à chaque fois qu'on le posait sur le dos, Mmh. de faire en sorte qu'on vienne le sauver, donc d'hurler pour qu'on vienne le sauver. Mmh. La meilleure solution à ce moment-là, c'était pas de s'endormir tranquillement pour qu'on vienne l'attaquer et le manger, Mmh. quoi, en fait, Mmh. d'accord? Donc à ce moment-là, c'était la meilleure solution qu'il a. Et bien sûr que quand il grandit, il va utiliser la même solution parce que un programme, ça coûte beaucoup d'énergie à construire Mmh. et aussi ça prend du temps et on n'a pas de temps quand on est en situation d'urgence. Donc du coup, on Mmh. va réutiliser le même programme, Mmh. d'accord? Et tant qu'on va pas mettre en relation et lui dire: «Ah non mais écoute, c'est incohérent, ce programme-là, ne l'utilise plus, tu vois bien que c'est plus la même situation, l'environnement, il a complètement changé». Mmh. Bah, on va réutiliser ce programme de façon très mécanique, d'accord? Mmh. Donc c'était la meilleure solution qu'il avait. Ouais. Mais il faut juste lui dire: «Bah non, c'est pas ta meilleure solution», OK. d'accord? Donc parfois une pathologie, une maladie, Ouais, c'est une solution, donc c'est notre problème, hein, ouais, mais ce problème-là, en réalité, c'est une solution que notre, organisme a mis au point pour réussir à maintenir son équilibre. exactement. Alors que moi, tu vois, ma vision, c'est un problème, un symptôme, Oui, c'est la manifestation que ton corps n'arrive pas à retrouver l'équilibre. Tu vois, moi, je l'explique comme ça. ouais, Donc c'est pas le même sens, je que comprends. toi. Ouais, Mmh. les 2 se défendent. Hem, Ça me fait penser, par exemple, à l'histoire du surpoids, Ouais. d'accord? Mmh. Le surpoids, c'est assez compliqué parce que c'est rarement un seul conflit. Mmh. Mais là, pour l'explication, on va dire que c'est un conflit, mais ça peut être plein d'autres choses, Mmh. d'accord? Mmh. De mon point de vue, c'est quand je travaille en tout cas comme ça, je pars du principe que pour l'organisme, le surpoids, il n'existe pas, d'accord? Pour ton organisme, si tu as ce poids-là, c'est que c'est le poids idéal qui calcule en fonction de ce qu'il vit en ce moment. Mmh. D'accord? Et donc quand tu vas le mettre en dette calorique, tu vas le mettre en situation d'urgence et lui, dès qu'il peut, il va retrouver son équilibre qui est là. Mmh. Parce que son point d'équilibre, il est là. Mmh. Donc mon but du jeu, c'est d'être trouver pourquoi le point d'équilibre, il est là Mmh. et pas là où le voudrait le patient consciemment. Ouais, ouais, ouais. D'accord? Mmh. Et un exemple, par exemple, tu peux avoir alors en général, tu dis: «C'est une accumulation de conflits», mais imagine que tu t'es senti blessé, Mmh. que tu as été concrètement blessé. Par exemple, je sais pas, tu as pris un coup de couteau. D'accord? Mmh. Et ben, une adaptation hyper efficace, c'est que si j'ai une peau épaisse comme ça, Mmh. bah, la prochaine fois, je vais être blessé de la même manière. En revanche, si c'est à cet endroit-là, j'ai une peau épaisse comme ça, Mmh. et ben, potentiellement, je vais être beaucoup moins en risque de mort, en fait. D'accord? Ouais. Donc c'est une super bonne adaptation. D'accord? Mmh. Et c'est pour ça qu'aussi, parfois, tu as des personnes qui prennent du poids de façon très, ciblée. Ouais. Tu vois? Tu as par exemple, des personnes qui prennent du poids que autour des hanches, que autour du Ouais. ventre, que c'est Mmh. quand même Ah bah, moi, énorme, j'ai toujours eu une petite bosse, sur le bas du ventre, par même quand exemple. j'étais très, très fine, quand j'avais fait, de l'anorexie, j'avais quand même ma petite bosse Ouais. sur le bas-ventre et j'ai jamais compris, pourquoi. À chaque fois, j'ai toujours eu ma petite bosse sur le bas-ventre. Potentiellement, il y a une femme qui a pu se sentir agressée au niveau du bas-ventre, tu Mmh. vois? Là, ça me parle a priori chez toi plutôt d'une naissance. Alors c'est peut-être par rapport à ta naissance, faudrait regarder Ah mais oui, bah, ma mère, ils lui ont poussé sur le et ventre. normalement, elle s'est sentie agressée Eh par bah, ce oui. contact-là Oh merci Gaëlle, je viens de comprendre pourquoi j'avais du gras sur le bas du ventre. et donc du coup, tu te protèges, c'est ça? Mais oui, mais c'est ça, donc je t'ai expliqué tout à l'heure, donc Ouais. ma mère quand, elle était en train d'accoucher de moi, donc j'étais coincée, Mmh donc mh. il prenait les ventouses et en même temps, j'ai toujours en souvenir ma mère qui me dit: «Mais en plus, il y avait les sages-femmes, elles appuyaient sur mon ventre pour Ouais. que tu sortes et cetera». Donc c'est potentiellement, ça peut être ça. Bon alors co vas-y, réinforme-moi pour Voilà, que tu mon as bas du ventre, il tu as parte. pris conscience du coup que tu avais pas besoin de te protéger, que tu étais plus dans la même situation, donc c'était OK. Donc il va partir? C'est possible, si Bon, c'était que ça le conflit en tout cas, bah nickel, pourquoi écoute, pas. juste avant l'été là, tu me sauves mon affaire. Summer body là. Si vous voulez perdre du poids et après perdre du bas du ventre, allez voir Gaëlle. Oui, en une phrase, c'est résolu. Non, mais ouais, c'est hyper intéressant, quoi. Alors, dans ta pratique, comment tu fais la différence entre écouter le sens possible d'un symptôme Mmh mh. et ne pas, justement culpabiliser la personne qui souffre? Lui dire: «Bah, tu vois, Ouais, justement, tu as ça parce que, à il cause s'est de passé toi. ça». Ouais. Ouais. Bah, déjà, c'est vraiment expliquer aux patients que c'est des programmes qui se font de façon complètement inconsciente. Ouais. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le patient, il décide d'utiliser ce programme, Mmh. d'accord? Sinon, bah, il viendrait pas me voir parce que, bah, il sait qu'il l'a construit, donc il veut le déconstruire, ça n'a pas de sens, Mmh. d'accord? Donc déjà, bah, c'est inconscient. Donc du coup, tu es pas culpabiliser d'un truc que c'est pas toi Mmh. qui l'as fait, Mmh. d'accord? Ça, c'est hyper important et moi, j'ai toujours un discours,
J'utilise beaucoup ce truc avec les petits notamment, c'est de redonner le pouvoir, en fait, aux patients. Ouais, Le totalement. remettre au centre de l'histoire. C'est ça, moi, c'est ce que je dis toujours, tu vois? Quand, parce que pareil, des fois, il y a des messages que je transmets sur les réseaux, où on me dit: «Mais ouais, mais c'est hyper culpabilisant ce que tu dis. Ça veut dire on est responsable de notre santé, que nos maladies, c'est de notre faute». Mais en fait, c'est toi qui décides de le regarder comme ça. Mmh. Soit tu décides de le regarder d'une posture de victime, où tu dis: «Ah, mais en quoi ça serait de ma faute? C'est pas de ma faute». Soit tu décides de le regarder avec une posture d'acteur, où tu te dis: «Ah, mais en fait, j'en avais pas conscience». C'est ce que ça revient à ce que tu disais, c'est Exactement quelque ça. chose d'inconscient. Maintenant Ouais. que j'en ai conscient, que je sais que je peux avoir un pouvoir sur ma santé, que je sais que je suis responsable, eh ben, je vais prendre ce pouvoir-là, je vais devenir acteur de ma santé et je vais tout changer. Et en fait, c'est ça qui est hyper important, c'est toujours la manière avec laquelle on regarde les choses. Et ça, je trouve, c'est le Ouais, bah, tu sais, c'est la caverne de Platon, hein. Mais c'est vraiment intéressant. Le problème aussi, c'est d'expliquer, je pense, à ce moment-là aux patients, c'est que c'est pas toujours facile de le faire mmh, et que si on n'y arrive pas, bah, c'est pas grave, que c'est OK. Et ouais, que parfois, pour voir qu'on est dans le bocal, bah, il mmh. faut que quelqu'un soit extérieur à bocal et dise: «Wow, tu es dans le bocal». D'accord? Et qu'il nous sorte de ce bocal pour qu'on voit bien la situation. Ouais, ouais, Parfois, quand on est dans la situation, tu sais, on a vraiment des œillères comme bah, ça ouais, et on s'en rend pas compte et on bah, fait pas exprès du tout. bah, Du coup, pour nous, être acteur, bah, c'est impossible à ce moment-là. ouais, Donc du coup, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un d'extérieur qui dise: «OK, mmh, toi tu le vis comme ça, viens, on va prendre un peu de recul». ouais, Comme ouais, ça, tu vas voir la situation du dessus et tu vas dire: «En fait, c'est se mettre en 3D», tu vois? ouais, Être, ouais. sur un plan, et dire: «Ah ouais, c'est comme ça. Ah bah oui, non, je fais n'importe quoi, ça sert à rien». OK, donc du coup, déjà, donc pour ne pas culpabiliser, faire prendre conscience à la personne que, c'est quelque chose qui était inconscient jusque-là Oui. et que là, maintenant, justement, en l'aidant à être consciente, ça va l'aider à En tout cas, on rééquilibrer va les vers choses. vers l'aide, ouais, OK. exactement. Quand une personne vient te voir pour la première fois, comment ça se déroule du coup une séance complète? Ça se déroule bien. Ça se déroule Et bah, je l'accueille dans mon cabinet. Ouais, Hem, la première partie, c'est un discours, un dialogue, un peu comme une OK, anamnèse, on ferait en ouais, général. Et la posture est vraiment importante pour moi, c'est-à-dire que je me mets assis à la hauteur du patient, OK. sans qu'il y ait un bureau entre nous ou n'importe quoi qui dise: «OK, c'est moi qui sais, c'est toi qui sais pas et tu es en Mmh. dessous de moi». D'accord? Donc je me mets vraiment en face et puis on discute comme ça. Mmh mh. Ma question est toujours: «Qu'est-ce qui vous amène ici?» Point. En gros, c'est quoi votre problème? Mmh. Et là, j'essaye d'être vraiment dans une posture d'écoute et je le laisse parler. Mmh. Sauf s'il m'amène un peu dans son jardin en me disant, en court-circuitant un petit peu les infos qu'il doit me donner. Mmh. Là, je petit à petit, tu apprends à le recadrer un tout petit Recadrer. peu, mais voilà. Et ce qui est important, c'est tout le vocabulaire qu'il va utiliser, tous les mots qu'il va utiliser parce que tout ça, c'est des indices incroyables. Et en Mmh. fait, le simple fait de laisser parler le patient, déjà, une grande partie de la séance est faite. Et en général, il y a une à quatre, cinq demandes, des fois il y en a plus. Au début, ça peut te faire peur, tu dis: «Oh là là, tout ça à faire». En fait, non. Quand tu regroupes les demandes, c'est les mêmes. C'est juste des facettes différentes de son problème. Mmh. D'accord? Tu vois, par exemple, si on reprend l'exemple de Paul, Mmh. il s'est senti attaqué, il avait quelque chose qui était juste là. Peut-être qu'il aurait pu aussi développer une myopie. Et il va me dire: «Bah, je suis myope». Parce que la myopie, c'est une adaptation incroyable du corps pour voir beaucoup plus rapidement le danger qui est là. Moi, je suis pas myope, j'ai besoin de faire le point, je perds quelques secondes, tu vois? Mmh Pas de mh. la c'est pas de l'ordre de la seconde, mais je perds un peu de temps. Celui qui OK. est myope, s'il a vécu un danger là, bam! Il va voir tout de suite son danger, il va pouvoir utiliser son programme beaucoup plus rapidement. Et l'astigmatie alors? Parce que je suis astigmate. Bah, c'est la même chose, mais juste là, De d'accord? loin? Un Donc peu voir plus le loin, danger de loin? un peu plus loin, pas très loin. Il est quand même sur toi, mais il est pas encore là, Ah OK. d'accord? Mais tu vois, tu vas avoir différentes facettes de conflit. Le patient, Ouais. lui, il voit pas du tout le lien. Il va te poser tout ça là et puis après, c'est à moi de faire le tri et dire: «OK, ça et ça a l'air de s'assembler, ça a de côté». Et en général, c'est rare qu'il y ait plus de 3 demandes. Ah ouais, Ouais, c'est même 3, c'est déjà très rare. d'accord, OK. Et après, eh bien, Tu hem, installes je le lui patient. pose quelques questions sur aussi ses antécédents, Ah oui. s'il prend un traitement et cetera. J'installe le patient et puis je fais le déroulé de ma séance, ce qui dure à Il peu reste près. habillé le patient? Il reste Il co complètement habillé. La seule chose que je lui demande, c'est d'enlever ses chaussures, par juste souci de propreté, sur la table, c'est tout. Mmh. Et ensuite, bah, c'est une séance qui dure entre une demi heure et 3/4 d'heure en général en fonction de ce qu'on va trouver. Mmh. Est-ce que tu travailles toujours avec le toucher, avec tes mains ou? Ouais, je pense que c'est mon côté kiné qui veut ça. Mmh. Ouais, je Mmh. garde toujours un contact, c'est important pour moi. OK. Et du coup, est-ce qu'il faut plusieurs séances alors? La plupart du temps, c'est du one shot, Ah ouais? beaucoup. S'il y a besoin d'une seconde séance,
je vais jamais leur dire: «Voilà, il y a besoin d'une deuxième séance». Je fais jamais comme ça. Parce que par expérience, parfois, il y avait des patients qui disaient: «OK, ça ira mieux quand il y aura la deuxième séance». En Ah, gros, ils mettaient pas, en route, la réparation tout de suite, d'accord? Et donc, dans ma pratique, je dis pas que c'est le mieux ou quoi, mais dans mon expérience, je leur dis: «OK, vous faites le point dans 3 mois et vous voyez». mmh. D'accord? Pourquoi 3 mois? Parce que, grosso modo, on sait qu'en 3 mois, à peu près tous les tissus ont eu le temps de se renouveler, la plupart des tissus du corps. Tu Ouais. vois, si demain tu te fais une fracture du fémur, ben, pour que ton fémur cicatrise, Mmh. bah, il faudra 3 mois et ça, c'est incompressible. On a beau faire, Ouais. tout ce qu'on veut, c'est incompressible, d'accord? Mmh. Et donc du coup, c'est pour ça que je donne à peu près ce délai, environ 3 mois, Mmh. pour avoir un résultat ou pas. D'accord. OK. Et pour quel type de problématique les personnes, elles viennent te consulter le plus? Il y a vraiment de Peut-être tout. de tout? Après, je pense que j'ai pas loin de 50% d'enfants. Ah, Ouais, de de plus en plus d'enfants des enfants? de 0 du coup à 10-12 ans, quoi. Ah Ouais, ouais. j'ai beaucoup, beaucoup d'enfants, hem et tu sais, c'est assez cyclique les pathologies que tu rencontres. Alors c'est aussi en fonction de certainement ce que je rencontre dans ma vie aussi, hein, on vient de faire travailler en même temps, mais j'ai beaucoup d'enfants, des problèmes de sommeil, des problèmes digestifs, des problèmes de comportement, beaucoup de Mmh. problèmes de comportement et après, bah, les adultes, bah, j'ai des douleurs comme on pourrait voir n'importe quoi, hein, ça peut être une lombalgie et cetera, mais j'ai aussi, des problèmes d'addiction, en fait, la journée, elle est C'est toujours, hyper très, varié. très variée et c'est ça qui est génial parce qu'à chaque fois, la séance, elle va être complètement différente Mmh. et même si, par exemple, j'ai 3 patients qui viennent pour la même chose, je vais absolument pas du tout avoir les mêmes raisons. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas: «Tu as mal au dos, donc c'est ça». Ouais. C'est complètement à l'inverse. Oui, pour une même enfin, pour, prenons par exemple l'exemple, des douleurs de règles. Tu Oui, peux avoir 5 femmes qui viennent à ton cabinet pour des douleurs de règles ouais, où, l'origine ou le mécanisme d'adaptation est différent, en fait. exactement, ouais. Ouais, c'est intéressant. Donc ça peut être aussi bien donc des enfants, des adultes, Oui, des problèmes, chroniques ou qui arrivent spontanément, de manière inexpliquée. Et tu fais aussi toujours les sportifs? ouais, ouais, ouais. Ouais, Alors, parfois, ils viennent consulter en micro, ouais. ouais. Ou, bah, je suis aussi des sportifs aussi dans mon autre activité, de coaching, mais il y a forcément une petite part de moi qui prend soin de: «Ça va?» machin, au moins une fois par Ouais. semaine pour ceux qui m'écrivent pas toujours: Mmh. «Comment tu vas? Ça se passe bien?» et cetera, voilà. Ah, c'est bien. Est-ce que les personnes qui viennent te voir sont déjà sensibles du coup à ces notions de mémoire corporelle, de lecture bio, de transgénérationnel? Ou est-ce qu'il y a vraiment certaines personnes qui arrivent avec un regard très cartésien, mais on leur a dit, genre, «Va voir Gaëlle, ça te fera du bien» et par solution un peu de dernier secours, ils viennent te voir? Oui, en fait, j'ai vraiment, les 2 extrêmes là, je les ai au quotidien Ouais, et les 2, il y a une adaptation à avoir parce que celui qui est complètement conquis, ouais. il faut un peu calmer. Ah ouais. Ouais. Oui, parce qu'il peut se dire, «Il va me soigner», Exactement. En fait, il y a aussi un aspect de un peu qui peut paraître à l'extérieur si on comprend pas trop comment ça marche et je comprends très bien que quand tu es pas dedans, c'est pas toujours facile. Un peu magique et ouais, ça n'a rien de magique, d'accord? ouais, ouais. Hein, comme si, on avait un don ou je sais pas quoi. En fait, non, tout le monde Mmh. peut apprendre à le Oui, c'est faire. pas comme le magnétisme Absolument où, pas. vraiment les magnétiseurs, on peut se dire vraiment qu'ils ont un don parce qu'ils reçoivent l'énergie ou voilà. Là non, c'est vraiment pas C'est très mécanique, en fait, hein ouais. et du coup, il faut aussi les recadrer et dire: «Non, moi, je suis payé à rien faire. C'est toi qui as le pouvoir. Moi, je suis juste Ouais. là pour te dire: "Tu vois la petite porte là-bas? Je pense que si tu y vas, il y a peut-être une petite solution"». Et c'est mon seul travail, en fait. Et à l'inverse, tu peux aussi avoir, je sais pas, un homme qui est envoyé par sa femme Mmh. et je pose toujours la même question, du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, il arrive, il se pose sur la table, je me mets en face de lui, assis, à la même hauteur que lui, je dis: «Alors, qu'est-ce qui vous amène là?» «Bah, C'est c'est ma ma femme! femme qui m'a dit de venir». Et là, au début de ma carrière, je t'avoue que ça me déstabilisait un petit peu, je me disais: «Oh, qu'est-ce que je vais faire?» Et maintenant, j'adore ces séances-là Ah ouais? parce qu'en fait, ma réponse, elle est vraiment toujours la même, du coup, je me suis voilà, je dis: «Bah, OK, maintenant vous êtes venus, si vous voulez, vous pouvez repartir. Si votre femme me demande, je lui dirai que vous êtes venus, je mens pas, vous êtes venus, OK? Ouais. Donc si vous voulez pas faire la séance, moi je suis pas là, j'ai plein de choses à faire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez repartir». Là, jamais quelqu'un n'est parti pour l'instant Ah! et si de toute façon, si quelqu'un partait, bon, c'est OK Oui, ouais. et en fait, en général, leur réponse c'est: «Non, bah, c'est bon, on va faire la séance maintenant que je suis là» Ah! et ce qui est le plus marquant là-dedans, c'est que la plupart du temps, c'est les gens qui vont revenir le plus. Ah ouais? Je vais devoir freiner après. Ah Tu ouais? vois que je vais revoir 3-4 fois par an. Parce qu'ils sentent que ça leur fait du bien? Ouais, mais je vais les revoir 3-4 fois par an. Heu, jamais je vois un patient 3-4 fois par an. Tu vois, c'est des gens Ouais, que je vais voir 1 fois par an en général, ceux qui viennent ouais, régulièrement, tu vois? Mais là, c'est des gens qui vont revenir, venir, venir parce qu'ils attendent quelque chose. Alors, au bout d'un ouais. moment, je suis obligé, bah, ils repassent de l'autre côté du spectre et du coup, je leur demande de les recalmer, quoi, tu vois? Ah! Ouais. Mmh. Et Bon, je pour sais pas si je t'envoie Titi pour ses vibrales ophtalmiques, s'il voudrait venir, hein, mais
Hem et du coup, ça me permet de rebondir sur une question, c'est du coup, est-ce qu'il faut forcément «y croire» entre guillemets pour que ça marche? Ben, non, il y a pas besoin d'y croire Mmh. parce que, bah, tu donnes l'exemple des bébés tout à l'heure. Bah oui. Bah, ils y croient pas forcément. Alors tu pourrais dire: «Oui, mais ça passe par travers les parents qui y croient ou pas». Mais là, l'exemple, par exemple de ceux qui viennent parce qu'on leur a dit de venir, bah, concrètement, ils y croient pas. Il y en a même qui essayent de me titiller pour me tester, quoi. Il y en a qui me donnent des fausses réponses, par exemple. Ah ouais? Tu vois? Ça m'est déjà arrivé de dire: «Bah, voilà, en telle année, il y a dû avoir tel ressenti, il s'est passé ça avec un parent et tout ça» et qui me disent: «Oh non, pas du tout» et je sens très bien que ça lâche dans mes mains et après, en général, ces gens-là, j'ai la femme et cetera «Ah bah, vous êtes tombés sur la bonne date et tout ça» et cetera. Ils essaient de me tester, tu vois? Putain, c'est dingue ça. Mais je trouve ça rigolo parce qu'en fait, ça devient une sorte de, je sais pas, de jeu moi, maintenant, autant ça pouvait beaucoup me déstabiliser au début parce que tu sais, Ouais. tu viens de la kiné, machin et cetera, Bah, ouais, compliqué. Autant aujourd'hui, bah, moi, si ça lâche dans ma main, qu'ils me disent oui ou non, je tu t'en fous. l'important, c'est que j'ai fait du mieux que je pouvais dans la séance Ouais. et je peux pas faire mieux que mieux, en fait. Donc du coup, je fais ce que je sais faire et puis voilà. Et là encore, c'est hyper intéressant parce que ça montre que le corps, lui, ne ment jamais. Non, parce qu'on s'adresse à l'inconscient, on s'adresse pas à la conscience, tu vois? Ça, c'est Mmh. important. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc la microkiné et les approches autour de la mémoire cellulaire ou du transgénérationnel sont parfois, voire même beaucoup, discutées, voire critiquées, notamment parce qu'elles ne rentrent pas toujours facilement dans les cadres de validation scientifique classique. Donc comment tu accueilles, toi, ces critiques-là? Bah, en fait, de mieux en mieux le la tournure que prend la kiné aujourd'hui m'aide beaucoup à accepter ça. Ah ouais, dans quel Ouais, sens? bah, tu vois, moi, quand j'étais, étudiant, je sais pas moi, tu recevais un patient, qui a une tendinopathie d'Achille, par Mmh exemple, mh. on lui mettait de la glace, on lui faisait un petit massage, on lui disait de se reposer, à la limite, on faisait des ondes de choc un peu plus tard et puis Mmh. voilà, c'était que des techniques hyper passives, d'accord? On stimulait pas du tout les systèmes d'adaptation du corps. Mmh. Aujourd'hui, le discours, il est en train de changer complètement. Tu Mmh. reçois le même patient avec sa tendinopathie d'Achille, tu vas surtout pas faire tout ça. En Ouais, fait, mais tu c'est vas devenu, justement un peu l'extrême. Il y a plus justement tout cet accompagnement enfin, il y a moins l'accompagnement passif, je parce que trouve. quand tu as un nouveau truc, on va dans l'extrême Oui, pour rééquilibrer comme ouais, à chaque fois. Mais du ouais. coup, le discours, c'est on va stimuler les capacités d'adaptation Mmh. du corps. C'est ça qu'on dit et on va mettre en charge progressive ton tendon Mmh. pour lui dire: «OK, il faut que tu te répares». En Mmh. fait, ils font la même chose que nous, ce qu'on fait à notre échelle, en fait. Mmh. Exactement la même chose donc ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, on c'est en train de se réunir petit à petit et Mmh. ça va se rejoindre. Ouais, Moi, je pense. Ce qui est compliqué aussi, tu vois, tu parlais des études. Évidemment, en micro, c'est alors la micro-kiné a tenté de faire des études. ouais. Ils ont eu du mal à se faire publier parce que tu sais, il y a aussi toute une histoire pour être publié, bah, de relationnel et cetera. C'est pas toujours simple, d'accord? Et c'est surtout que, ben, on s'adresse à un ressenti et pas à un événement. Ouais. Et trouver une population qui a vécu le même ressenti, c'est beaucoup plus compliqué que de dire: «Bah, voilà, vous étiez tous là le jour-là, on va faire une étude sur vous». Mmh mh. Tu vois? Donc du coup, dans la mise en pratique et dans le fait de réussir à, isoler le ressenti, Mmh. c'est hyper compliqué. Ouais, mais on pourrait, par exemple, isoler toute une population, qui a des lombalgies chroniques Ouais, et voir, comment la microkiné permet à ces lombalgies chroniques de c'est solutionner, exactement ce qui a été fait, ouais. ah Après ouais? pour le publier dans une grande revue, c'est compliqué. Et les résultats, ça disait quoi? Bah, c'était plutôt probant. Après, voilà, c'était une étude qui a été, publiée et financée par l'école de microkiné et cetera. Mmh. Donc voilà, le problème c'est que qui va vouloir faire une étude, de façon extérieure? C'est toujours compliqué, quoi. Ouais. Mmh. Et toi, est-ce que tu trouves qu'il y a certaines critiques justement sur la microkiné, la lecture bio et le transgénérationnel qui sont parfois légitimes? Bah oui, clairement, Heu, en transgé, par exemple, on voit plein de trucs, c'est un peu à la mode. Donc tu vas Ouais, pas mal sur les réseaux de trucs transgé ouais. et tu vois des gens qui disent: «Waouh, c'est incroyable, j'ai la même date de naissance que mon arrière-grand-mère». Mmh. Oui et donc qu'est-ce qu'on fait de cette information? Tu Mmh vois? En fait, dans un arbre, il y a vite beaucoup de monde mh. et Mmh. donc tu as vite des dates en commun, par exemple, tu vois? Mmh. Et tu vas vite avoir, la même date de naissance ou une date de conception qui correspond à une date de mort ou machin. Tu en as plein parce que statistiquement, tu vas forcément en trouver. Tu as vite 100 personnes dans un arbre, donc Mmh mh. statistiquement, au-delà de, je crois que c'est 60, tu as forcément obligatoirement des dates qui vont correspondre. Ah ouais. Et si tu prends qu'une seule date et là on en prend, tu vois, on va prendre les dates, conception, naissance, on va prendre les dates de décès, on va prendre les dates de mariage, toutes les dates importantes de la vie où il s'est passé des trucs, donc tu vas en trouver plein des dates en commun. Mmh mh. Donc à la limite, OK, tu as une date en commun et qu'est-ce qu'on fait de cette information? Ben, on n'en fait rien en fait, tu vois? Il y a un manque de cohérence là-dedans. Mmh. Si tu veux pouvoir aller plus loin et ben, peut-être que si, tu as une date en commun, que tu as la même place dans ta fratrie par exemple, que tu as un prénom similaire, qu'il t'est arrivé le même ressenti au même âge,
là, on peut commencer à dire que le hasard, il commence à s'évader un petit peu, d'accord? Mmh. C'est-à-dire que si tu as une dent en commun, pourquoi pas? Mais allons investiguer, c'est peut-être un indice de l'enquête et Ouais. peut-être que c'est, bah, juste une date en commun. Tu vois? Donc parfois ça manque un peu de cohérence parce qu'il y a ce côté magique et on sort du côté, explicatif du truc et là ça dérive un peu trop, quoi. OK. Alors, comment tu poses justement les limites, de ta pratique? À quel moment tu dis à quelqu'un: «Là, faut aller consulter un médecin, faire des examens ou poursuivre, un suivi médical, classique»? Bah, déjà, j'utilise tous les drapeaux rouges qu'on peut utiliser en médecine, classique, Ouais. d'accord? Parce que, ben, ils sont universels, ils sont très efficaces et puis, bah, si la personne vient me voir en première attention et que je vois que c'est comme une pathologie grave, je vais lui dire, Mmh. «Bah, attention, c'est juste complémentaire ce qu'on fait. Ouais, ouais. C'est pas un soin en tant que tel. Là, ce qu'on fait, c'est aider le soin que tu vas avoir de façon, Mmh. traditionnelle, mais, Mmh mh. je suis pas là pour, soigner à la place d'eux, quoi Mmh. et c'est important de recadrer toujours, Mmh. Ouais, parce que j'imagine qu'encore une fois, hein, tu peux avoir, des personnes certainement qui ont des cancers, ouais. et qui veulent à tout prix s'en sortir, qui veulent guérir et qui cherchent énormément de solutions par elles-mêmes pour s'en Mmh. sortir et qui viennent peut-être te voir en mode, dernier espoir. Je vais voir, Oui. le micro-kiné Gaël Angers, Ouais et ça marche pas comme ça. bah, Donc il y ouais. a toute une explication à faire où on est là pour accompagner, essayer de l'aider. Parfois on est avec la microkiné, on a certaines cartes qui vont nous aider aussi à ce qu'ils supportent mieux les traitements. Mmh mh. Heu, mais ça sera pas magique en fait, hein, Mmh mh d'accord? mh. Donc non, c'est vraiment une méthode qui est complémentaire et c'est vraiment important de toujours recadrer ça, dire: Mmh. «Non, non, non, c'est pas la solution, Mmh c'est mh. une aide à côté». Ouais, Voilà. totalement et aussi, je tiens à le signaler, malgré que ça s'appelle microkinésithérapie, c'est pas une pratique qui fait partie de la kinésithérapie et c'est pas une pratique qui est remboursée par la sécurité sociale. Ouais. Ça, c'est aussi important de le dire, Ouais, c'est très important en fait, ils ont utilisé le mot micro-kinésithérapie parce que déjà ils étaient kinés à la base, ouais, que je pense qu'ils voulaient quand même essayer de s'associer à ça ouais. et en fait, bah, micro, ça veut dire petit et kiné, c'est mouvement et Mmh. quand la technique de soin, c'est des petits mouvements sur le corps, donc c'est ça que ça veut Mmh. dire. En fait, c'est la comment on soigne. Ouais. Mais ils ont joué sur les mots, je pense, d'un point de vue de se faire reconnaître, bien sûr. Bah, Ils ont oui, joué oui. avec, ce qui est normal. Mais aujourd'hui, ils ont changé l'appellation, Alors tu en fait, disais, non? les 2 personnes qui ont développé la microkiné se sont séparées. C'était comme Ah, un petit couple un peu, si tu un veux. divorce? Un divorce, mais vraiment comme un divorce, c'était Ah ouais, c'est ouais, vrai? ouais, vraiment, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est toujours comme ça. Bref, c'est Ouais. ils ont fait leur choix et du coup, il y a, d'un côté, l'un qui a continué la microkiné en tant que telle, d'accord? Oui. Qui l'a redéveloppée, différemment Mmh. et puis il y en a un autre qui a fait, ce qu'on appelle maintenant la thérapie manuelle évolutive D'accord. ou physiothérapie manuelle évolutive, ça dépend des pays dans lesquels elle est enseignée. Donc c'est OK. PME ou TME et qui est une version un peu plus simplifiée, peut-être Ah ouais? beaucoup plus accessible de la micro-kiné, où il y a D'accord. beaucoup moins de cartes, tu vois? OK. On passe de peut-être, je sais plus en kiné, mais on a plus de 200 cartes, je pense, OK. à une quarantaine, cinquantaine de cartes, ce qui est quand même, D'accord. beaucoup plus simple et mais les 2 font la même chose en Ah gros. ouais? Voilà, parce qu'ils ils ont inventé tous les 2 la même technique, hein, donc Mmh. ils sont ensemble et oui, c'est pas remboursé par la sécu, donc c'est pas reconnu. Mmh Mmh. et aujourd'hui, tu dirais, il faut quand même être kiné pour se former à la micro-kiné? Oui, il faut être kiné ou médecin. Ah ouais? Ou Et ostéo peut-être alors aussi? maintenant, il me semble qu'ils ont ouvert aux ostéopathes aussi et Aux je pense à sages-femmes d'autres professions peut-être? dernièrement. Ouais, Ouais. je sais plus exactement la liste, mais ils sont ouverts. Il y a très peu de temps, Ah ils oui, commencent à d'accord. s'ouvrir. Ouais, c'est OK. bien. Donc ouais, faut déjà avoir en fait, un bagage, professionnel de santé de Ouais, base, parce quoi. que sinon c'est très compliqué de suivre déjà. Déjà, il faut connaître très, très bien ton anatomie. Mmh. Moi, je me souviens quand j'étais en formation, il y avait 2 médecins avec nous. Les médecins, ils ont plus l'habitude d'utiliser Ah bah l'anatomie oui. parce qu'au quotidien, ils l'ont appris, mais au Mmh. quotidien, ils l'utilisent pas comme nous en kiné on l'utilise Mmh. et c'était extrêmement compliqué pour eux, de comprendre plein de choses, quoi. Ah Il ouais? fallait qu'ils retravaillent beaucoup ça, Ah alors ouais. qu'ils étaient déjà médecins, tu vois? Ouais. Donc si tu as pas du tout ce bagage, avant, Mmh. heu, tu pourras pas le faire, quoi. Mmh. En tout cas, ça sera compliqué. Mmh. OK et qu'est-ce que tu dirais que cette pratique, elle t'apprend au quotidien sur le fonctionnement de l'être humain? Ça m'apprend déjà qu'on a une capacité d'adaptation qui est juste, dingue. Mmh. Que notre corps, c'est une machine à calculer en permanence qui est folle, quoi. À cette heure-ci, on est en train de réguler notre température, de digérer notre petit déj, de gérer, les attaques externes qu'on a, les radiations, les machins et on se rend compte de rien et tout Mmh. se fait pour justement garder cet équilibre en permanence et ça, c'est super, c'est incroyable, en fait et donc ça m'apprend à essayer de dire: «OK, je vais faire confiance, mon corps, il sait faire plein de trucs», Mmh. tu vois? Et c'est un truc, que je répète beaucoup à mon petit garçon qui a 3 ans. Quand il se blesse et maintenant il me le dit tout seul, il vient me voir, il me dit: «Tu vois papa, j'ai un truc là et ben mon corps il va réparer». Ah, Et je c'est trouve que bien. j'ai gagné un truc, tu vois? Parce que Mmh. c'est ça que j'ai appris, c'est que
et ben, il faut faire confiance et pas se dire: «Oh là là, il m'arrive encore ce truc-là, Ah oui. c'est pas possible, pourquoi moi?» et cetera. Mais plutôt se dire: «OK, il m'arrive ça, de toute façon, bah, maintenant, c'est fait. Ouais. Donc est-ce que je peux pas voir les choses autrement? Mmh. Est-ce que je peux pas essayer de le vivre autrement pour donner un coup de main à mon organisme pour, avancer plus Exactement. vite?» d'accord? Alors ça, c'est la théorie. Évidemment que parfois, moi aussi, je suis dans le bocal, Mmh. je me dis: «Oh là là, encore moi!» et cetera. C'est Mmh. évident parce que, bah, moi aussi, j'ai des œillères et Mmh. parfois, j'ai besoin que quelqu'un me sorte du bocal pour me dire: «Ah non, regarde, ça va Mmh. bien se passer». Ouais. Et alors, qu'est-ce que cette pratique t'a appris sur toi personnellement? C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi personnellement? Hem, ben, que c'est pas parce que je connais pas mal la théorie, ou en tout cas, je pense connaître bien la théorie, que j'arrive moi à le mettre en pratique en permanence. Et donc c'est super parce que aussi pour mes patients, ben, ça déculpabilise que oui, je vais t'expliquer quelque chose et Mmh. si tu y arrives pas tout de suite, bah, C'est c'est OK. OK en fait, c'est pas un problème et moi aussi ça m'aide à me déculpabiliser. Tu vois, si je reprends l'exemple de mon petit garçon, bien sûr que je sais qu'il faut pas s'énerver, que machin, mais des fois, tu montres en pression et moi j'ai tendance à vite monter en pression Tu et un du coup taureau en même temps. ouais, c'est ça. Voilà. Je vais m'énerver, d'accord? Ouais. Mais c'est grâce à ça, je vais après coup, quand tout le monde est calmé, je vais aller le revoir et dire: «OK, tu vois Maë là, j'ai agi comme ça, j'aurais peut-être pas dû. Je suis désolé. La prochaine fois, j'essaierai de faire mieux». Tu vois? Mmh. On peut progresser. Même moi, je me trompe, tu vois? Alors parce que les enfants, ils nous voient un peu comme, Bah oui. «Oh là là, ils sont incroyables» et du coup, Mmh. bah, ça lui enlève aussi lui une pression Mmh. et ça m'a appris ça de, bah, une fois que je suis sorti, de dire: «Oh, là, t'as pas t'as laissé tes émotions» et ce qui est normal, les Bah émotions, oui. elles sont au-dessus et du coup, bah mais après on peut, de façon assez peut-être intelligente, aller revoir et dire: «Bon, bah, je me suis trompé, excuse-moi». Mmh. Voilà. Ouais, donc finalement, ça t'aide aussi dans ta manière d'être papa, d'être un mari, de Oui, j'essaye de l'appliquer en tout cas. ouais. Est-ce que tu sens que ça fait évoluer aussi ta manière d'écouter les autres peut-être? Pas forcément, tu vois, dans ton activité pro, mais justement aussi dans la sphère, plus personnelle, familiale, amicale, Ouais, je pense que j'ai développé, une meilleure écoute. Mmh mh. Moi, j'étais plutôt à foncer, aller chercher l'info directe Mmh. et bah, là, je suis obligé d'écouter, comme je te disais, Mmh. parce que les mots du patient sont hyper importants. Mais il y a aussi une espèce de limite que je me mets. C'est-à-dire que, comme en séance, si on ne me avec mes amis, avec ma famille, si on ne me pose pas de questions, je ne vais pas aller parler de quelque chose, Mmh. tu vois? J'attends qu'il y ait une demande. Parce que c'est assez vite rapide avec ces techniques de dire: «OK, bon, bah, là, je vois bien qu'il a ça en ce moment, donc c'est qu'il se passe ça, ça, ça», tu vois? Mmh. Mais c'est hyper intrusif en vrai, Bah, ouais. tu vois? Et j'ai eu un prof quand j'étais, à l'école de kiné qui avait fait la formation de micro-kiné, Ah ouais, c'était qui? Chauvin. Chauvin, il a fait le Bien micro-kiné? sûr, Ah bon? bien sûr, il a fait le micro-kiné et il l'utilisait pas parce qu'il trouvait que c'était trop intrusif et qu'il y avait trop d'informations. Ah ouais? Ouais, du coup, il trouvait que c'était trop, d'accord? Et donc du coup, j'ai vraiment cette règle de: «Si on ne te pose pas de questions, tu ne donnes pas de réponse». Ouais. Point. Mais ça, c'est hyper important. C'est, je trouve, la posture que chaque thérapeute devrait avoir, de posture de thérapeute. Enfin, Ouais, pour moi, c'est ce que ça englobe, c'est, d'être conscient que l'on sait des choses, mais de ne pas les utiliser comme un pouvoir, de supériorité, en fait. Et je trouve que c'est ça aussi beaucoup le problème dans les thérapies, complémentaires, c'est que tu en as beaucoup qui prennent cette posture de supériorité et c'est ce qui peut aussi expliquer que parfois ces thérapies-là vont être mal vues parce que, dans les discours des patients, tu vas entendre dire: «Bah oui, il m'a dit que ci, il m'a fait ça, il m'a dit que je devais être plus comme ci, que je devais être comme ça, il m'a culpabilisé pour ci, pour ça». ouais. Et ouais, ça, c'est important, je trouve, quand on est Oui, thérapeute, de d'avoir cette posture, de respect, en fait et pas de justement de gourou qui sait tout et qui mmh, va te dire quoi faire, en fait. ouais, c'est ça. Et mais parfois, tu sais, quand c'est un proche et que tu Ouais. sens que ça va pas bien Bah, ouais. et que, bah, des fois, c'est un peu frustrant, toi, de pas pouvoir lui parler. Bah, oui. Mais maintenant, j'ai appris à dire: «OK, il me demande pas, Mmh. je suis là en observateur. S'il a besoin, Mmh. OK, je pourrais peut-être essayer de l'aider», parce que je dis pas que je vais l'aider. Mmh. Mais s'il a pas besoin, enfin, s'il estime ne pas avoir besoin, qu'il me demande pas, je vais pas, être intrusif et lui dire: «Bah, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça». Et d'ailleurs, je Mmh. vais jamais dire aux patients: «Tu fais ça, tu fais ça». Dans mes séances, en gros, je vais toujours essayer d'induire le fait que l'information vienne du patient. Mmh Tu mh. vois, je vais poser ma question. Par exemple, si je trouve qu'il y a eu un ressenti précis à tel âge, machin, je vais pas lui dire: «Voilà, il s'est passé ça». Mmh. Je vais essayer de contourner le truc et de le faire dire ce qui s'est passé. D'accord? Parce que si c'est lui qui le dit,
il fait une demande et surtout, la conscience, elle est beaucoup plus Bah, ouais. importante. Alors pour quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, «Je suis curieux, mais je ne sais pas, si c'est fait pour moi», qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, si tu es prêt à être acteur du truc, si Mmh. tu cherches pas une nouvelle encore, thérapie passive où tu consommes quelque chose, tu sors et ça va mieux, tu peux venir. Si maintenant tu attends que de te poser sur la table, que je fasse, 3 incantations et que tu sortes et que tout aille mieux, c'est pas ça la technique, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ouais, ouais. Voilà. En fait, c'est est-ce que tu veux ou pas? Est-ce que et tout est OK, hein, c'est pas du tout pour culpabiliser, tout est OK. Peut-être qu'il y a des moments de ta vie où tu as pas envie d'être Oui, acteur. on n'a pas l'énergie Voilà, aussi. tu as pas les armes à ce moment-là et tout est OK, mais si tu à ce moment-là, tu tu pas envie d'être dans cette position-là, ça fonctionnera pas de toute façon. Tu vas perdre ton temps, ton argent et ça fonctionnera pas, quoi. OK. Et à l'inverse, pour qui ce type d'approche, n'est peut-être pas adapté ou pas prioritaire? Bah, déjà, si tu as une grosse patho, Mmh. demain tu te fractures le fémur, viens pas me voir en premier quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Si on t'annonce que tu as un cancer, va voir les médecins d'abord et Mmh. après peut-être que nous, on pourra accompagner le traitement Mmh si mh. tu en as envie, mais voilà, il y a quand même une sorte d'échelle d'importance dans la médecine, quoi. Ouais, 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 carrément. Et si tu devais transmettre une seule idée aux personnes, qui souffrent d'un problème chronique, d'une douleur qui revient ou d'un symptôme qu'elles ne comprennent pas, ce serait quoi? Essaye de comprendre ce que ton organisme tente de faire. Mmh. Essaye de te mettre, au centre de l'histoire, déjà et pas de voir comme quelque chose qui te tombe dessus, Mmh. mais peut-être qu'il y a une part de ce truc-là qui est une tentative de ton organisme d'avoir une sorte de réponse à un problème, d'accord? Et essaye du coup de te dire: «OK, ce qui se passe là, moi je le vis pas bien du tout. Mmh. Mais peut-être que je peux essayer de le vivre comme mon corps essaye de travailler sur quelque chose, de réparer quelque chose». Donc plutôt de me dire: «Oh là là, ça me tombe dessus», je me remets au centre du truc. Ça n'empêche pas que je le vis mal, Mmh. mais je peux dire: «Je comprends aussi que mon corps, il essaie de répondre à quelque chose et donc je vais essayer de l'aider à avancer dans cette solution-là». OK. Bon, bah, c'était hyper enrichissant tout cet échange, merci beaucoup Merci pour à tout toi. ce que tu nous as transmis. Et ce que je trouve, hyper intéressant dans cette discussion finalement, c'est qu'on n'est pas obligé d'adhérer à tout d'emblée, pour, se poser des questions sur la manière dont le corps, exprime parfois des choses, complexes, quoi. Bien sûr, chacun peut se faire aussi son avis, heureusement, on est à peu près libre Ouais, et ouais. je pense pas qu'il y ait une technique universelle pour tout Mmh mh. et du coup, c'est pour ça que parfois tu fais quelque chose, ça va pas fonctionner. Même dans les traitements médicamenteux classiques, Mmh. ça va très bien fonctionner sur quelqu'un et puis sur le voisin, il y aura pas de résultat. Mais Mmh. c'est pas pour ça que le médicament là ne fonctionne pas. Ouais, C'est ouais. parce que, il C'est la manière avec laquelle le corps il est pas répond. répondant. Ouais. Exactement. Ouais, ouais, ouais. OK. Ouais, c'était hyper, enrichissant. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Quelque chose, Je pense qu'on a fait le tour et que si on repart dans quelque chose, on va aller très loin. Ouais, ouais, ouais. Allez stop, tu te tais. Donc bon, en tout cas, comme toujours, l'idée c'est pas de remplacer un diagnostic médical, hein, tu as bien insisté Absolument. là-dessus. C'est pas non plus, de chercher à remplacer des examens ou autres, mais plus d'ouvrir une réflexion, sur les approches complémentaires, leur intérêt, leurs limites et la manière dont elles peuvent parfois s'intégrer dans un parcours global. Donc c'est ça, c'était ça le sujet en tout cas, Il la me manière semble. dont on voulait le présenter. Merci du coup beaucoup pour toutes les réponses que tu viens de nous apporter, pour tout cet échange qui était hyper, enrichissant. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est la microkiné, la lecture biologique, le transgénérationnel, avec à la fois donc un regard curieux et ouvert, neutre aussi. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à liker, à l'évaluer avec 5 étoiles ou à mettre un petit commentaire et à partager aussi peut-être avec nous dans les commentaires si vous avez déjà vu un micro-kiné, si vous avez déjà eu une expérience, de ce type, ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a apporté, parce que c'est toujours aussi hyper enrichissant. Je vous ai partagé la mienne avec, les troubles du comportement alimentaire, et puis là, ma naissance, j'ai Piste. une nouvelle piste pour mon bas du ventre. Donc
Donc voilà, c'est quand même assez, intéressant et surtout pensez aussi à vous abonner pour ne rien louper. Puis comme je vous le disais tout à l'heure, plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus vous donnez du poids et de la force, au contenu et plus moi ça me permettra d'inviter de nouvelles personnes inspirantes pour toujours vous proposer du contenu, bah, qui vous inspire et qui vous aide au quotidien. Donc merci pour votre présence et je vous dis à tout bientôt sur les voies de la santé.